Alors l'altruisme, moi je trouve que c'est un thème vraiment majeur. Quand on connaît les problèmes actuels, les restructurations hospitalières, les difficultés d'accès aux soins, toute une série de choses qu'on voit et qui nous navrent. Franchement, on voit que notre système de santé va s'altérer progressivement et offrira moins pour les pauvres et assurera surtout les gens qui ont des mutuelles ou des cartes bleues. Eh bien, je pense que c'est un très beau sujet, en particulier pour parler des dons de greffe, des dons d'organes. Et donc, je suis très bref parce que je voudrais que cette réunion, il y ait beaucoup de questions de l'assistance et je voudrais qu'on ait au moins 1 heure de questions et que les intervenants ne parlent pas plus de 10 minutes, 10-15 minutes maximum. Donc voilà, je vous remercie et je donne la parole à Monsieur l'ambassadeur. Pardon, vous ne m'en voulez pas d'avoir presque préféré Claude Durier. Merci Monsieur Doyen, moi aussi je vais me lever, je serai plus à l'aise. Ça ne m'aurait pas du tout offensé, au contraire, que vous donniez la parole à celui que dans le milieu nous appelons le vénérable. Vénérable Claude Durier, c'est depuis une rencontre à Québec il y a 2 ans maintenant, où les Africains qui étaient là, voyant en lui une figure tutélaire en matière de bioéthique, se sont adressés à lui en lui disant vénérable. Et donc je me permets de continuer sur ce chapitre. Moi je ne suis pas du tout vénérable, non pas du fait de mon âge, mais parce que je dirais que je suis l'incompétent de la bande, puisque je ne suis pas médecin, je ne suis pas philosophe, je n'ai pas les qualités particulières pour traiter du sujet de l'altruisme, mais en même temps c'est moi qui ai proposé le thème, et je vais en quelques mots vous suggérer pourquoi. Donc, ambassadeur chargé de la bioéthique et de la responsabilité sociale d'entreprise sur 2 thèmes qui peuvent vous sembler étranges, mais j'essaierai implicitement de vous expliquer en quoi consiste mon travail. Sur 2 thèmes, j'ai été frappé de rencontrer de la part de différents types de milieux un très grand scepticisme à l'égard des potentiels d'attitudes altruistes, qu'il s'agisse dans le domaine de la bioéthique à propos de la question du don d'organes, sujet sur lequel j'ai collaboré avec les États généraux, le comité organisateur des États généraux de la bioéthique pour apporter des informations sur ce qui se passait à l'étranger et comment dans d'autres pays on cherchait à répondre à ce drame du déficit de don d'organes qui est la cause en France de plusieurs centaines de décès chaque année, car officiellement il y en a 220 qui décèdent chaque année en attente de greffons étant sur la liste d'attente, mais on sait qu'on en enlève de la liste un certain nombre au fur et à mesure que leurs chances se réduisent parce qu'ils sont en fin de vie, et on évalue plutôt de l'ordre de 400 à 500 le nombre de personnes qui sont victimes d'une insuffisance de générosité de la part de nos concitoyens. Et j'ai entendu de hauts responsables sanitaires en France un jour dire on ne peut absolument pas envisager de suivre les exemples étrangers type pays nordiques ou Canada ou États-Unis où le don venant de donneurs vivants avoisine à 40%. En France, on est à moins de 7% du total des greffes. Parce qu'il est impensable que nos concitoyens se comportent de façon altruiste. C'était des autorités que je ne citerai pas, mais ça m'a choqué. Et sur l'autre versant, la responsabilité sociale d'entreprise, où la question c'est comment les entreprises peuvent-elles jouer un rôle dans la gouvernance mondiale, dans la gouvernance sociale et économique, en dehors du fait de respecter les lois. Je suis assez frappé d'entendre souvent le monde des ONG dire alors on ne croit pas un seul instant qu'un patron d'entreprise puisse avoir le moindre attitude altruiste et considérer que les profits ne sont pas d'abord son premier et unique horizon. Donc cette question m'a interpellé, en particulier sous l'angle bioéthique et don d'organes, et ça m'a amené à suggérer peut-être que dans le cadre de vos réunions, la question soit mise sur la paillasse, puisque c'est pas une table, c'est une paillasse. Récemment, d'ailleurs, le sujet, comme vous l'avez sans doute noté, connaît un regain d'intérêt, en particulier avec ce livre très intéressant écrit par Philippe Korinski, c'est un savant qui vous est bien familier et qui s'intitule « Le temps de l'altruisme ». Et je l'ai acheté, je l'ai parcouru attentivement. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, alors que je m'attendais à ce qu'il parle de bioéthique, de biologie, etc., bien sûr, la préface d'Amartya Sen aurait dû m'alerter, il parle d'économie. Et le raisonnement qu'il fait, c'est que, grosso modo, la planète aujourd'hui n'aura de salut que si nous revenons à une vision de l'économie
qui introduit d'autres éléments que l'approche purement économique. Et l'approche économique fondée sur l'homo economicus, supposé être un égoïste forcené qui n'a qu'un seul souci, c'est son propre égotisme et jouir au maximum aux dépens des autres. Et du reste, me replongeant un peu dans la littérature ancienne, je me suis rendu compte que un des fondateurs de l'économie, Adam Smith, lui-même n'était pas arrivé à ces conclusions un peu caricaturales qu'on lui prête, puisqu'il écrivait notamment dans la théorie des sentiments moraux, aussi égoïste que l'homme puisse être supposé, il y a évidemment certains principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu'il n'en retire rien d'autre que le plaisir de les voir heureux. Donc, il y a une réflexion actuellement sur le sujet. On voit aussi que les psychologues, les neurologues s'intéressent au sujet. On fait des études américaines que vous connaissez mieux que moi et qui montrent que la zone du cerveau qui s'anime, on voit ça sur les IRM, au moment où on propose à des gens, dans le cadre de jeux de société, de faire un don, donc d'abandonner la recherche du profit, on voit que c'est la même zone qui est concernée que celle de la jouissance à travers la consommation de chocolat ou la consommation de drogue, ce qui montre que donc on s'interroge quand même sur cette chose bizarre qu'est l'altruisme. Est-ce que c'est vraiment étranger aux êtres humains? Alors j'en reviens au sujet de la bioéthique et en particulier du don d'organes qui nous réunit surtout ce soir, pour dire que nous nous trouvons donc dans une situation étrange où la France s'enorgueillit d'avoir été depuis les années 80, et grâce en particulier au Vénérable, qui est à ma gauche, pionnière en matière de bioéthique, de réflexion sur la manière dont on pourrait introduire d'autres types d'éléments dans les choix scientifiques médicaux. Lorsqu'on compare, ce à quoi je me suis employé dans mes travaux tout à fait modestes, invitant des personnalités de différents pays à venir témoigner, à l'occasion de 2 séminaires qui se sont produits au printemps dernier avec l'aide en particulier de Christian Hervé, et qui ont donné lieu pour le premier à l'édition d'un livre qui est ici, Réflexion éthique sur la pénurie d'organes en Europe. Ce qui est frappant, c'est que la France apparaît comme une exception dans la manière dont on traite la question du don à partir de donneurs vivants. Une exception législative, c'est-à-dire que la loi française est beaucoup plus restrictive quant aux possibilités de faire des dons. Comme vous le savez, en dépit de la réforme de 2004, on reste sur l'idée que seul le cercle familial, donc a été élargi aux grands-parents, petits-enfants, et puis aux conjoints, y compris dans le cadre du Pacs, mais à condition qu'il y ait 2 années de solidité de la relation. On reste sur cette idée que ce n'est que dans ce cadre-là qu'on pourrait être sûr que, il n'y aura pas, chose horrible et inacceptable, développement de formes de commerce, et que deuxièmement, on ne verra pas s'exercer des pressions fortes sur des populations, des personnes qui seraient plus fragiles que d'autres. Et vous savez qu'en France, on a mis en place un système qui n'a aucune espèce d'équivalent dans le monde, c'est-à-dire un système judiciaire qui commence par les comités d'honneur vivants, qui sont composés de médecins, mais aussi de psychologues et de personnalités d'autres profils. Ensuite, une fois que la personne voulant donner une partie de son corps est passé devant ce comité qui l'a interrogé sur ses motivations, on va devant le juge qui vérifie à son tour que la personne n'est pas sous pression et en perte d'autonomie sur le sujet, puis on revient devant le comité d'honneur vivant, et quand vous présentez ça à des étrangers, ils vous disent mais ils sont fous ces Français, qu'est-ce que c'est que ce soupçon a priori qu'il y a sur l'idée que quelqu'un qui veut donner une partie de son corps est soit un fou, soit en train de vouloir le commercialiser. Et cette question donc me semble renvoyer tout de suite à la question pourquoi considère-t-on en France a priori que l'altruisme est impossible? C'est une question qui est ouverte, pour laquelle je pense qu'un bon nombre de réponses viendront autour de cette table.
Pour ma part, j'ai envie de citer à cet égard un spécialiste qui a été longtemps un des responsables de l'agence de biomédecine, le professeur Alain Tenaillon, qui dit il faut arrêter de faire de chaque donneur vivant une victime ou un escroc en puissance. Et c'est ça l'analyse que l'on peut porter sur la situation en France. Le don du vivant est presque toujours ou presque une très belle histoire d'amour ou d'amitié, et les dérives en France sont presque impossibles du fait de ce système comité donneur vivant plus juge. Ajoutons que les études qui ont été faites dans des pays qui pratiquent depuis longtemps le don à partir d'un cercle élargi aux amis en particulier, mais aussi à ceux qui l'élargissent à ce qu'on appelle les bons samaritains, c'est-à-dire ceux qui, de la même façon que sans doute dans cette salle, êtes-vous un certain nombre à donner votre sang sans chercher à le monnayer et sans en tirer une gloire particulière. Il y a des gens qui, dans un certain nombre de pays, s'inscrivent sur des listes pour donner un organe et qui sont sollicités lorsque le besoin apparaît et ne connaissent pas le destinataire. Les études qui ont été faites, en particulier aux États-Unis, sur la catégorie socio-professionnelle des donateurs, sont extrêmement intéressantes puisqu'elles montrent qu'il n'y a pas de différence socio-professionnelle entre les donateurs hors du cercle familial et les donateurs du cercle familial. C'est-à-dire que donc c'est pas la bonne Philippine sous pression du patron qui va donner un de ses reins au fils de la famille. Non, c'est la même catégorie socio-professionnelle. Donc on est sur un fantasme français peut-être de l'hyper-pouvoir d'une certaine classe sur d'autres. Je pense que c'est un élément que j'avance d'interprétation. Le second, c'est que notre système juridique est un système qui est construit sur une idée de la tutelle globale de l'État sur les personnes, qui est très différente de ce qu'on peut rencontrer dans d'autres pays où la personne est considérée comme beaucoup plus autonome, beaucoup plus capable de s'assumer et d'être responsable elle-même. C'est un deuxième élément qui, je crois, est fondamental. Et puis il y en avait un troisième que j'ai oublié. Voilà. Donc ça reviendra peut-être plus tard. Voilà, donc je voudrais terminer cet exposé qui, j'espère, n'a pas dépassé les 10 minutes, les 15 qui m'ont été impartis, en disant que nous sommes à un moment où le Parlement débat de la question. Alors oui, c'est la troisième raison qui me revient, c'est que je crois que notre société continue de vouloir construire la fiction de la famille comme unité fondamentale de notre société. Et bien que les statistiques indiquent qu'aujourd'hui, un ménage sur 3 au moins va divorcer, bien qu'il soit indiqué que se forment maintenant des systèmes de réseaux sociaux tout à fait nouveaux, tout à fait différents, et que les amitiés de 30 ans, ça existe vraiment, et c'est pas simplement une plaisanterie de parlementaires, on voit que un bon nombre de nos parlementaires, c'est mon sentiment, continuent de vouloir construire par tous les bouts possibles et imaginables cette idée que on va renforcer la famille en faisant en sorte que seuls certains actes pourront se faire dans le cadre de la famille. Et là aussi, les analyses internationales sont assez éclairantes. Elles montrent que, contrairement, là aussi j'ai entendu des parlementaires le dire, quand un couple divorce, par exemple, ou quand des amis, qui soient hétérosexuels ou homosexuels, se séparent, celui qui part avec le rein de l'autre ne demande pas la restitution. Or, j'ai entendu des parlementaires me poser la question, comment on va résoudre ce grave problème? Il va falloir réopérer la personne donnée pour redonner au donateur. C'est à quoi j'ai répondu par plaisanterie, parce que je suis aussi un peu juriste. Vous savez, on a réglé depuis longtemps le problème de la bague de fiançailles. La bague de fiançailles reste propriété de celui qui en a bénéficié, à la différence de l'alliance. On peut très bien mettre dans un article de loi une réponse de cet ordre-là. Voilà. Bon, je suis un peu en train de vous faire rire, mais vous voyez le genre de questions qui se posent, et je crois que c'est une vraie question. La famille, la conception française de la famille continue d'être le support de beaucoup des décisions qui sont prises par les législateurs. Maintenant, je livre tout ça à vos réflexions et merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Doussin. On peut vous applaudir éventuellement. Monsieur Hurier, j'ai le plaisir de vous donner la parole. Merci beaucoup, Monsieur le doyen.
J'aurais une première question à poser à Monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'il peut nous donner des noms des parlementaires qui ont des raisonnements aussi stupides? Ça m'intéresserait, même si je ne suis plus dans l'une ni dans l'autre assemblée. Mais d'abord, la stupidité est quand même un élément un peu fort, parce que les parlementaires que j'ai connus ont aussi la capacité de réfléchir très profondément aux questions que eux seuls doivent pouvoir résoudre, puisqu'ils ne se contentent pas de faire des recommandations ou de rendre des avis. Il y a un moment donné où il faut qu'ils légifèrent, c'est-à-dire qu'ils fixent des règles du jeu qui s'imposent à tous. En guise d'introduction, je voulais également entrer dans le détail de ce colloque auquel l'ambassadeur vient de faire référence et qui s'intitulait « Les conceptions présidant à l'organisation du prélèvement d'organes et de la greffe en France, au Canada et aux États-Unis ». D'où les sources et les comparaisons que M. Toussaint vient d'évoquer et de prendre à son compte. Il y avait une table ronde qui était consacrée au prélèvement sur donneur vivant, et la table ronde numéro 6, le don du vivant, inégalement développé selon les pays, explications et perspectives. En tant que modérateur de cette table ronde, je n'avais pas pu me retenir, en conclusion de cette table ronde qui avait été très animée, d'évoquer une question que je reprends aujourd'hui, qui consiste à savoir si même tout est fait pour établir un meilleur ajustement entre la demande qui augmente et l'offre qui augmente peut-être mais pas au même rythme. Est-ce qu'on a la certitude, à travers des dispositions qui passeraient, entre autres, par l'élargissement du cercle familial, d'apporter une réponse satisfaisante? Et la question qui a été très mal vécue par un certain nombre de personnes présentes dans l'Assemblée, il s'agissait d'ailleurs d'insuffisants rénaux, a considéré que ma question avait quelque chose de provocatrice et de scandaleuse. Or, cette question est posée pour longtemps encore, et pas seulement en France, dans la mesure où ça n'est pas demain, la veille, que quels que soient les efforts qui seront faits, et que je ne sous-estime pas, on n'aura pas un ajustement en termes d'offres et de demandes. Il faudra bien, vis-à-vis des insuffisants rénaux, leur porter une réponse, et cette réponse, pour le moment, ne peut être que le rat artificiel. Et ma réflexion, qui a déclenché cette tempête, consistait à dire, au fond, il y a des générations d'insuffisants rénaux qui ont vécu, certes difficilement, avec le rein artificiel, et à mon sens, il ne faut pas négliger. Ça n'est pas le sujet du jour, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu ce conflit que l'ambassadeur, en tant qu'ambassadeur, m'a invité pour que je puisse développer plus avant mes réflexions. Je voudrais dire qu'il est tout de même important de distinguer ce qui est l'altruisme par rapport à l'égoïsme, et ce qui est la gratuité par rapport aux non rémunérés. Je crois que c'est extrêmement important, et de voir par rapport à l'altruisme et à la générosité jusqu'où ça peut aller. Car le don doit être un don volontaire et gratuit, et ça n'est pas tellement facile. Et pourquoi la loi est apparue comme mettant des exigences qui sont contestées par certains, avec toutes ces précautions qui sont prises, à la fois quant à la réduction, à la limitation par la loi du cercle de la famille, parce que, quoi qu'on puisse en dire, il faut faire extrêmement attention que l'élément affectif qui peut intervenir, et pas seulement dans le lien familial, dans le cercle familial, amène un certain nombre de personnes, sentant les regards qui sont fixés sur eux, parce qu'ils sont des donneurs potentiels, risquent au bout du compte d'accepter ce qu'en eux-mêmes, ils regretteront peut-être l'avoir fait. Donc la loi, dans le cas particulier, est une loi qui libère les individus et qui évite qu'il y ait auprès d'eux des pressions dont il ne faut pas sous-estimer la réalité. Vous savez d'ailleurs qu'il y a une première étape qui consiste, pour certaines transplantations tout au moins, à consulter un comité d'experts. Pourquoi? Pour savoir si les contacts qui sont pris au niveau familial s'appuient sur une réalité et la solidité d'une indication, parce qu'au fond, ce sont des générosités qu'il faut éviter de gaspiller et d'utiliser à mauvais escient. Et ceci m'amène à évoquer aussi une des constatations qui avait été faite lors de ce séminaire très intéressant. Les pays qui sont montrés du doigt comme étant les champions du don d'organes et de transplantation d'honneurs vivants, j'ai demandé, et je n'ai pas eu de réponse, pour savoir s'il y avait une législation.
et quelles étaient les conditions dans lesquelles le don spontané était vraiment spontané. Et je n'ai pas obtenu de satisfaction, de réponse satisfaisante. C'est là quand même un des fondements très importants. La générosité, au fond, quand on voit quelqu'un qui est confronté à des maladies qui sont non pas douloureuses, mais qui constituent des handicaps et qui limitent aussi l'espérance de vie, la générosité que chacun a en soi consiste à dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Et plus il y a un lien affectif, familial ou amical, plus cette question se pose. Mais on ne peut pas se laisser aller seulement à cette réaction, à cette démarche de générosité, j'allais dire très spontanée. On doit mettre aussi, attirer l'attention sur les conditions, les exigences, les séquelles possibles et assurer vraiment les conditions les plus satisfaisantes possibles de la liberté du consentement. Je crois, on n'a pas parlé jusqu'à l'instant, monsieur l'ambassadeur, du consentement, mais c'est quand même le nom du problème. Le nœud du problème, c'est le consentement libre, éclairé, express. Et ce concept de liberté du consentement mérite que tous les citoyens s'y intéressent. Parce que la liberté peut être aliénée de différentes façons. Lorsque vous connaissez les pratiques dans les hôpitaux américains, on voit très bien que le consentement est en fait influencé par le régime de santé et la prise en charge est une partie de la population américaine qui n'est pas prise en charge. Or, il peut y avoir, consciemment ou inconsciemment, une pression sociétale en laissant entrevoir que si telle ou telle personne accepte un prélèvement, c'est vrai d'ailleurs semble-t-il, y compris pour certains, pour le don du sang, peut-être que ça va un peu loin, mais au fond, est-ce que pour être pris en charge, être mieux soigné, est-ce que je dois consentir à une proposition qui m'est faite, y compris pour que le bénéficiaire, qui est sans doute éloigné de moi, puisse avoir un meilleur état de santé. Donc tant qu'on n'aura pas une étude comparative, une benchmarking, comme disent les Anglais, entre les pratiques, les lois, les législations et la mise en œuvre des lois, toute comparaison donne à penser que la France est en queue de peloton en matière de générosité, me paraît être une interprétation tout à fait audacieuse. Donc intéressons-nous au pourquoi, au comment, et c'est à ce moment-là qu'on pourra voir comment, par les évolutions de la loi, y compris de la loi française, on peut trouver ce que je n'ose pas appeler un juste milieu, parce que je ne saurais pas le définir, entre l'exigence d'avoir un consentement éclairé, libre et express, et pour autant de ne pas laisser passer des chances d'avoir des gens qui, par générosité, auraient la capacité de donner à quelqu'un dans la souffrance une partie d'eux-mêmes. Voilà quelques considérations qui sont plus d'ailleurs du domaine législatif que du domaine éthique, mais le consentement, c'est vrai, on ne peut pas aller plus loin dans nos échanges de ce soir sans réfléchir aux conditions du consentement selon les pays considérés, parce que je ne vois pas comment, en France, pour rattraper ce retard, avec l'espoir pour le moment illusoire de pouvoir ajuster l'offre et la demande, eh bien s'imaginer que c'est en assouplissant la loi, qu'est-ce que ça veut dire assouplir une loi ? En particulier en matière de consentement, qu'on pourra parvenir à rattraper ceux qui, selon certains critères, sont dans le peloton de tête. Voilà ce qui peut faire aussi l'objet d'un certain nombre d'échanges autour de cette table ronde. Les deux parties se sont exprimées. On va peut-être demander à notre ami sociologue, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de penser que d'assouplir, entre guillemets, le mot assouplir la loi? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Quelles sont les approches? Bonsoir, alors je ne vais pas vous parler comme sociologue mais comme philosophe que je suis et vous proposer une réflexion à deux volets. D'abord, vous exposer pourquoi je pense que la question de l'altruisme n'est pas la bonne perspective à prendre sur la réflexion sur le don d'organes, étant entendu que je vous parlerai quasi exclusivement du don post-mortem, et ensuite j'envisagerai des possibilités d'évolution de la loi pour une conception qui prendrait davantage en compte les considérations éthiques du don d'organes post-mortem. Alors, en premier lieu, envisager les choses du point de vue de l'altruisme, on peut se demander quel est l'objectif. Est-ce qu'il s'agit de réduire les refus d'organes? Est-ce qu'il s'agit de stimuler un consentement explicite qui n'est pas la forme actuelle du don d'organes? Ou bien est-ce qu'il s'agirait d'engager les concitoyens vers une obligation de se prononcer en matière de prélèvement?
vous avez compris que le cadre général dans lequel se pose la question du prélèvement d'organes est celui de ce qu'on appelle la pénurie d'organes, alors qu'en réalité, il s'agit plus précisément d'un écart entre le nombre de personnes en attente de greffe et le nombre de greffons dont on peut disposer. Donc, faire référence à la pénurie d'organes, c'est employer un vocabulaire de type marchand qui constitue un cadre spécifique à partir duquel se pose cette problématique. Or, le choix et l'application de principes éthiques est fondamentalement dépendant des descriptions qu'on va donner des situations et des pratiques. Et évidemment, décrire la situation présente en termes de pénurie revient à proposer une certaine description d'un état de fait qui va induire des dispositions sociales et des pratiques. Alors que la question du don d'organes, en particulier dans le domaine de la bioéthique, implique des choix sociaux qui se posent dans un cadre de conflit de valeurs. Et il serait assez illusoire de penser que l'acte de donner a une évidence première, comme on veut bien le croire, et qu'on ne peut pas si simplement parler ici de générosité. Alors, en second lieu, et toujours pour s'interroger sur cette référence à l'altruisme, on peut considérer assez aisément qu'il est paradoxal de vouloir susciter l'altruisme, voire d'éduquer à l'altruisme. Et je pense que la dichotomie altruisme-égoïsme n'est pas la perspective pertinente ici pour réfléchir à la question du don d'organes, en particulier post-mortem. La valorisation morale d'un acte altruiste dépend fondamentalement de la définition qu'on en donne et de la forme d'altruisme caractérisée. Est-ce qu'il implique une forme de répression de soi ou de négation de soi, ou bien est-ce que l'altruisme consiste dans un souci actif du bien d'autrui ? Donc la valeur morale d'un acte altruiste dépend fondamentalement de sa consistance. Alors pourquoi est-ce qu'ici la question de l'altruisme n'est pas la perspective la plus légitime, voire la plus cohérente ? En premier lieu parce que le fondement altruiste est en soi-même fragile si on veut faire reposer sur lui un espoir d'accroissement du nombre de greffons. Alors, tout à l'heure, on a cité Adam Smith, je pourrais le citer aussi également quand il souligne que la bienfaisance est l'ornement qui embellit et non la fondation qui supporte le bâtiment, dans le même ouvrage que celui évoqué précédemment, ou bien dans ce passage très connu où il indique que ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Autrement dit, le fondement social et l'interaction sociale et politique n'est pas induite et ne repose pas sur la bienveillance en général, mais sur d'autres modalités d'organisation sociétale. Or, précisément, cette dimension d'égoïsme est peut-être ce dont il faut tenir compte en matière de don d'organes aussi, et la voie qu'il faudrait suivre s'agissant d'une institutionnalisation du don d'organes post-mortem que je développerai à la fin de mon intervention. Autre argument pour lequel on ne peut pas considérer que la référence à l'altruisme soit la plus légitime et la plus pertinente, c'est parce que dans le cas précis, on ne peut pas considérer que le don d'organes soit un acte altruiste comme tel parce qu'on change de registre. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'un acte, d'une action, comme c'est le cas le plus souvent lorsqu'il est question d'altruisme, mais ici d'une décision qui met en jeu une implication corporelle et un don de soi qui passe par un don du corps. Autrement dit, on n'est pas dans une configuration ou une situation morale ordinaire d'altruisme ou de désintéressement. Alors, je passe sur la question que le présupposé fondamental de la réflexion est ici qu'en informant et en éduquant, on va réussir à augmenter le nombre de greffons. Un des présupposés également dont il faut être conscient ici, c'est qu'en faisant référence à l'altruisme, on conduit à basculer d'une responsabilisation sociale à une responsabilisation individuelle, autrement dit à faire porter les coûts du prélèvement d'organes sur les individus plutôt que sur l'organisation sociale et l'organisation de la santé publique aujourd'hui. Or, précisément, alors cette tendance à faire à convertir la responsabilité sociale en une responsabilité individuelle, on le voit à l'œuvre dans beaucoup de domaines de la santé publique. C'est vrai pour l'aide par exemple à la dépendance et aux personnes âgées. Or,
L'une des principales raisons de ce qu'on appelle la pénurie d'organes aujourd'hui, c'est notamment le mauvais recensement des donneurs potentiels, encore une fois en cas de don post-mortem, une très forte disparité de prélèvements qui sont réalisés sur l'ensemble du territoire national et une mauvaise gestion des listes d'attente. Autrement dit, il faut bien avoir conscience que la question de la disponibilité des greffons est un problème de responsabilité collective et d'organisation du système du nombre de greffons dont on pourrait disposer aujourd'hui. Il y a donc des alternatives à l'altruisme qui consisteraient d'abord à renforcer les dispositifs actuels de recensement des donneurs potentiels et qui consisteraient à améliorer l'équité du système de distribution actuel des greffons. Par ailleurs, il importe aussi de tenir compte, plutôt que de se référer exclusivement à l'altruisme, qui est en fait un universel abstrait, de tenir compte de la confrontation et de la diversité des systèmes de valeurs morales individuelles. Autrement dit, il ne s'agit pas de présenter et de culpabiliser les individus qui refusent le don d'organes en les accusant de la mort d'autres individus, mais bien de tenir compte qu'il y a des représentations du corps et de la mort qui sont variées, qui sont associées à des phénomènes culturels et à des convictions morales individuelles, et qu'il n'y a pas de raison, lorsqu'elles sont également légitimes, d'en privilégier une plutôt qu'une autre, en particulier quand on légifère. Je pense que ce respect des convictions morales individuelles est une dimension fondamentale dont on doit pouvoir tenir compte dans une éventuelle évolution de l'institutionnalisation du prélèvement d'organes. Bon, je pourrais éventuellement entrer dans les détails sur des conceptions alternatives ultérieurement. Je voudrais enfin envisager les modalités actuelles et les modalités possibles du don d'organes en France aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui prévaut, c'est le consentement présumé. Or, le consentement présumé d'un point de vue moral est fondamentalement insatisfaisant, puisqu'il s'agit, dans l'essentiel des cas, d'une fiction de consentement, dans la mesure où, le plus souvent, les personnes d'une part, ne se sont pas déclarés, et d'autre part, on s'en remet à leur famille pour le don post-mortem, encore une fois, pour évaluer les dispositions de la personne à l'égard du don. Or, si on s'attache, et si on retient les chiffres de l'Agence de biomédecine, 60% de la population n'a jamais abordé le sujet de la question du don d'organes en famille, ce qui vous laisse mesurer l'étendue de ce que peut signifier le consentement présumé. Alors, je n'évoque pas les questions sur lesquelles les raisons pour lesquelles en France on ne veut pas évoquer la question publiquement, mais on pourra y revenir ultérieurement. Si on s'en tient à une perspective qui est strictement morale, comme on veut le faire quand on aborde la question du don d'organes depuis la perspective de l'altruisme, il serait plus adapté de développer une modalité de don d'organes qui passerait par un consentement explicite avec obligation de déclaration. Bien souvent, en fait, on récuse, en France du moins, le passage à un consentement explicite parce qu'on craint la diminution du nombre de greffons. Mais on peut considérer que l'obligation de déclaration se justifie dans la mesure où les citoyens eux-mêmes sont favorables au consentement explicite. On a des données chiffrées sur la question. Et elle est d'autant plus justifiée qu'on décide d'aborder le don d'organes sous la modalité de la responsabilité du citoyen. Alors, passer à un prélèvement explicite a un certain nombre d'avantages que je pourrais énumérer ultérieurement. Ces avantages sont à la fois individuels, puisqu'on pourrait être sûr que la volonté des personnes soit respectée. Ces bénéfices sont évidents pour les équipes aussi, dans la mesure où elles seraient assurées de prélever des personnes qui souhaitaient être prélevées. Il y a aussi des bénéfices sociaux, dans la mesure où c'est un engagement de responsabilité pour les citoyens. Je vais finir sur une proposition qui va vous sembler un petit peu étonnante, mais qui pourrait constituer une forme paroxystique du dévouement à la communauté. Il s'agit de ce que deux auteurs comme Harris et François Dagonier ont proposé, qui consiste en un prélèvement systématisé et obligatoire des organes. Après tout, puisqu'il y a pénurie, il faut bien trouver des greffons. Mais là encore, je ne pense pas que... Enfin, tout dépend bien sûr de la façon dont la description des pratiques est faite. Bien sûr, Dagonier, qui a une approche un petit peu provocatrice, va parler de nationalisation des corps ou de socialisation des corps, de mutualisation des corps.
Pour ma part, je ne crois pas qu'il faille envisager les choses de cette façon, mais qu'une réflexion sur les conditions d'application d'une telle proposition, donc un prélèvement qui serait, si on peut dire, systématique, pourrait être intéressante. Alors, systématique avec quelques nuances, puisqu'à mon sens, il faudrait quand même tenir compte de l'opinion des individus, mais on pourrait réfléchir aux conditions d'application de cette proposition, qui ne permettent pas évidemment des dérogations systématisées non plus, mais qui puissent constituer une solution de compromis et qui éviterait également un sentiment de pillage de la part des individus, enfin, sentiment de pillage du corps des individus. Dans cette perspective, on pourrait imaginer un prélèvement différencié des greffons selon les âges, un prélèvement obligatoire où les individus choisiraient les organes qu'ils donneraient, et éventuellement les personnes à qui les donner, mais ça on va en discuter parce que je sais que ça peut susciter une discussion. On pourrait développer l'idée de solidarité intergénérationnelle à travers cet aspect et des modalités différenciées de prélèvement selon les organes. De la sorte, les individus pourraient exprimer des préférences en matière de prélèvement d'organes, et là encore, ce dispositif aurait des avantages collectifs, puisqu'en fait le coût du prélèvement serait davantage réparti socialement, autrement dit sur l'ensemble des individus et pas simplement sur certains individus, quand on considère le don post-mortem, et certaines familles. Il y aurait évidemment des bénéfices individuels parce qu'il y aurait plus de greffons, donc chacun pourrait potentiellement bénéficier de greffons. Des bénéfices pour les équipes, puisqu'en fait, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y a une pression énorme sur des équipes qui font des prélèvements sur des patients en arrêt cardiaque réfractaire, par exemple. Et on discute aujourd'hui la question d'élargir le champ des donneurs potentiels à des individus qui sont en train de mourir, donc ou qui sont passés dans des procédures d'arrêt thérapeutique. Donc, ce que je propose aurait des bénéfices pour les équipes. Et alors évidemment, bien sûr, vous trouvez ça passablement rebutant. Néanmoins, je pense qu'il y aurait des moyens de rendre cette mesure acceptable et qu'au moins, elle aurait le mérite de susciter l'expression de préférence des individus, sachant que l'aspect aléatoire et probabiliste du don ôte ce caractère systématique et rebutant de la proposition de Dagonier. Et là, encore une fois, ce serait une façon de redonner du sens à la notion de don elle-même, puisque les préférences individuelles redonneraient ou restitueraient l'importance de la libre initiative qui est essentielle dans le don, quand on le considère d'un point de vue anthropologique. Dans la mesure où ici, bien sûr, le moment du don, quand il s'agit du don post-mortem, ne serait pas décidé, mais au moins sa forme. Je vous remercie. En fait, là donc, on a un certain nombre de positions qui nous permettent bien de réfléchir. Je vous propose peut-être que nous demandions les réactions de 3 professionnels qui, chacun pour leur organe, par rapport au phénomène, entre guillemets, de pénurie, puisqu'il y a beaucoup de guillemets à mettre, n'est-ce pas? On pourrait, dans ce cas-là, si vous le voulez bien... Tu as besoin de tes diapos, je suppose, si tu veux bien, Christophe. Donc, Christophe Legendre. Merci beaucoup Christian de cette invitation. Au début ça m'a un peu rebuté, donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai lu le livre de Kurilski, pensant trouver la réponse, puis bien sûr elle n'y était pas. Et ça n'a fait que me rendre la tâche un petit peu plus compliquée. Donc finalement, comme beaucoup de médecins, je vais vous montrer des chiffres pour essayer de nourrir peut-être la réflexion et vous montrer que tout ça est sans doute encore plus compliqué que ce que vous imaginez. Voilà l'activité de prélèvement d'organes en France, avec en bleu ce qui est vraiment prélevé en termes de donneurs, et en vert les donneurs qui sont recensés. Vous voyez que cette courbe, elle augmente au fil du temps, à partir des années 1996 jusqu'à l'année dernière, mais elle augmente pourquoi? Eh bien, elle augmente tout simplement parce que tout ce qui est en bleu foncé, c'est-à-dire des donneurs qui ont plus de 65 ans, eh bien, augmente. On prélève ces donneurs alors qu'auparavant, on ne les prélevait pas. Donc, l'augmentation de l'activité, elle se fait en dépit ou au prix d'une diminution de la qualité entre guillemets des reins et d'autres organes qu'on peut prélever. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie? Il y a une pénurie tout simplement parce que le nombre de malades qui s'inscrivent sur les listes d'attente pour être greffés augmente plus vite que le nombre de greffes qu'on peut réaliser. Vous voyez ici, entre 2004 et 2009, les listes d'attente ont augmenté de plus de 27% en France, alors que dans le même temps, le nombre de greffes augmentait aussi,
mais uniquement de 16%. Et ça s'est encore aggravé cette année, puisqu'on est à plus de 40% d'augmentation des listes d'attente. Donc c'est ça qui crée de la pénurie, c'est vrai dans absolument tous les organes, dans tous les pays. Alors, lorsqu'on a quelqu'un qui est susceptible de faire l'objet d'un prélèvement d'organes, pourquoi est-ce que ce prélèvement n'aboutit pas? En gros, une fois sur deux, l'individu peut être prélevé. Et lorsqu'il ne peut pas être prélevé, vous voyez, 30% des cas, ça représente une opposition de la famille. Soit que l'individu ne voulait pas et la famille témoigne qu'il ne voulait pas, soit la famille ne sait pas et répond que l'individu ne voulait pas de son vivant. Alors, est-ce que ça varie en fonction du temps? Pas du tout. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est sans doute pas suffisamment bon. Cette situation, elle est stable. Là, je vous ai montré des chiffres entre 2000 et 2009. Vous voyez, 31% de refus en 2000, 32% en 2009. Rien n'a changé. Alors, que vient faire l'altruisme en ce qui concerne les donneurs décédés? Il y a 3 cas, à mon avis, à envisager. Le premier, c'est la décision de don qui est réfléchie par un individu vivant qui parle de ce problème et qui décide que si un jour il passe par un État qui autorise le prélèvement d'organes, eh bien, il sera prélevé. On peut parler d'altruisme. Le prix qu'on met dans cette décision est relativement faible, mais c'est une décision qui sera utile à la société au cas où cet événement arriverait. Ensuite, il y a la décision de don après le décès. Et ça, eh ben, ce n'est pas l'individu qui va prendre la décision, c'est la famille. La famille va témoigner de ce que pensait l'individu. On vous a dit tout à l'heure, 60% des gens n'en ont jamais parlé. Donc bien évidemment, dans de nombreux cas, c'est la famille qui va décider, dans une position qui est difficile pour elle, parce que c'est une décision extrêmement difficile à prendre quand on ne sait pas ce que pensait la personne qui vient de décéder. Et donc là, eh bien, c'est soit l'altruisme, soit l'égoïsme, mais de la famille plus que de l'individu. Puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, ça a été rappelé, c'est que les gens qui s'occupent de ça, et je le sais parce que je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, s'occuper de patients qui vont être prélevés, c'est extrêmement difficile. C'est difficile parce que ça demande beaucoup de travail, plus que de s'occuper de vivants bien souvent, parce qu'il faut affronter les familles pour leur annoncer le décès, il faut affronter les familles pour leur dire que bien que vous ayez déjà le chagrin de perdre quelqu'un, ben on va rajouter une petite couche en vous disant est-ce que vous voulez pas qu'on fasse une intervention. C'est extrêmement difficile et surtout ça peut ne pas exister. Si vous êtes tout seul dans une réanimation, dans un coin où il n'y a pas beaucoup d'aide, eh bien il suffit de dire qu'il n'y a pas eu de passage en état de mort cérébrale et ce problème ne sera pas posé. Donc il faut que les soignants qui sont amenés à s'occuper de ça, eh bien, aient aussi une certaine forme d'altruisme. Alors, on peut voir aussi les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on dit, oh là là, il y a 30% de gens qui refusent. Oui, mais c'est la théorie du verre vide ou du verre plein. Oui, mais il y en a 66% qui finalement acceptent qu'un prélèvement puisse être effectué. Et combien est-ce que dans la société, on a de thèmes qui finalement apportent 66% de convergence? C'est un chiffre qui est relativement élevé. Donc la situation, elle est finalement pas si dramatique que ça. Alors en France, en ce qui concerne les donneurs décédés, la France est bon élève. Alors, ça vous a été dit tout à l'heure. Lorsqu'on compare les différents pays, là-dessus vous ne devez pas voir grand-chose, mais en fait on est dans les 5 premiers. Le premier pays c'est l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, la France et les États-Unis. Voilà le peloton de tête. Et ça vous donne une idée. Plus les courbes roses diminuent, plus l'état de pénurie est faible. Et vous voyez que la France se situe en tête avec l'Espagne. Alors maintenant, le donneur vivant. Alors le donneur vivant, c'est totalement différent. Et je crois pour 2 raisons. On pratique beaucoup de donneurs vivants à l'hôpital Necker. Pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que la conception du don n'a rien à voir avec le don qui est effectué chez des personnes décédées. Et que probablement, le don peut être considéré comme une certaine thérapeutique ou thérapie du donneur. C'est-à-dire qu'on ne donne pas uniquement par altruisme, on donne toujours parce qu'il y a une bonne raison de donner, que ces raisons sont extrêmement difficiles à déterminer et que la loi française qui est très bien faite ne permet pas en une demi-heure d'audience avec le comité donneur vivant de déterminer précisément si la personne a eu une pression ou pas. Ça nous rassure, mais au fond, je ne suis pas certain que ce soit très efficace. Alors, pourtant, en France, on a une histoire très riche. Ça a commencé en 1952. La première greffe au monde qui a été effectuée chez un donneur vivant, 1952, elle a duré 3 semaines et puis elle s'est mal terminée parce qu'on ne savait pas traiter le rejet à l'époque. Mais vous voyez que c'est une première mondiale en France. Et en 1959, une des 2 premières greffes, Paris, Boston, à quelques semaines d'écart, là encore, une première mondiale avec une greffe qui a duré plus de 20 ans.
Et puis, quand on regarde la réalité actuelle, eh bien, c'est très mauvais. Vous voyez ici l'activité de greffe de donneurs vivants en France. On passe de 160 greffes réalisées en 2001 à 247 réalisées en 2009. Alors évidemment, on a augmenté, mais tout ça est extrêmement faible et on est largement en dessous des 8% de l'activité. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, il faut que vous regardiez les petites cases jaunes. Eh bien, vous voyez que la France, malheureusement, se situe avec un très faible pourcentage de donneurs vivants par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, qui eux aussi ont développé les prélèvements sur donneurs décédés, ou bien comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Donc la France est mauvais élève dans ce domaine. Enfin, il y a deux choses dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'on appelle le don altruiste. Qu'est-ce que c'est que le don altruiste? Eh bien, c'est un individu qui arrive et qui dit un jour, moi je veux donner un rein à la société. Alors, aux États-Unis, ils ont étudié ce phénomène. Vous voyez, quelques chiffres. 362 personnes qui appellent pour donner un rein. 16% sont considérés comme un peu fantaisistes. Et puis, on envoie un courrier à tous les autres en leur disant, OK, vous pouvez donner un rein, donnez-nous de vos nouvelles. 69% ne répondent pas à ce courrier. Et puis quand même, 15%, c'est-à-dire 53 personnes, se présentent, on les évalue, et un certain nombre peuvent donner un rein. Et in fine, il y aura 23 transplantations. Donc vous voyez, on part de 362 personnes et on aboutit à 23 transplantations. Donc ça reste un phénomène extrêmement rare, mais qui existe dans un certain nombre de pays. Ça existe aux Pays-Bas, ça existe aux États-Unis, ça n'existe pas en France. Autre façon d'aborder le problème, c'est le don croisé. Alors don croisé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez deux couples avec un donneur et un receveur. Malheureusement, ceux qui pouvaient donner dans une famille ne peuvent pas, et donc on échange les donneurs et les receveurs. Ça s'appelle le don croisé. Et ce don croisé, ça peut permettre de faire des chaînes de dons. C'est-à-dire qu'on réunit une dizaine de ces couples, et si on a la chance d'avoir un donneur altruiste, ce que les Américains appellent un bon samaritain, ben ça permet d'amorcer la chaîne. Et c'est le petit rond qui est complètement sur la gauche. Et à partir de cette personne, eh bien, on fait des dons croisés, on peut réaliser des chaînes comme ça avec 30 ou 40 transplantations qui sont effectuées dans un pays à différents endroits, mais en même temps. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce paradoxe français? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à développer la transplantation de donneurs vivants en France? Eh bien, je crois qu'une des raisons, c'est que ce don n'est pas anonyme, contrairement à tous les autres dons qui sont effectués en France. Quand on donne de la moelle, du sang, des plaquettes, lorsqu'on est décédé, qu'on donne un rein à la communauté, tout ça, c'est anonyme. Alors que le don vivant, par définition, ça n'est pas anonyme, même si certains, en particulier au Conseil national d'éthique, souhaiteraient que lorsqu'un individu veut donner un rein à la société, eh bien, il ne le donne pas à un individu particulier, mais il le donne à la société. Et peut-être que l'explication de ça, c'est que, finalement, pour développer le donneur vivant, qu'est-ce qu'a choisi l'Agence de la biomédecine? Eh bien, développer le don croisé. Pourquoi? Eh bien, parce que le don croisé, c'est un don qui est anonyme. On ne sait pas à qui on va donner. Et c'est probablement pour cette raison que ce système va être développé. Donc en conclusion de ce topo, vous voyez que la mobilisation autour du donneur décédé n'a pas modifié le nombre d'oppositions au fil des années, donc il faut probablement qu'on fasse autre chose, même si la situation n'est pas dramatique, que le don du vivant se heurte à la vision du don qui doit, entre guillemets, être anonyme, c'est notre conception et on a du mal à s'en défaire, que le recours au don croisé entre vivants et son affichage confirme bien qu'il y a une ambiguïté à ce niveau-là, et que pourtant, si on veut diminuer la pénurie d'organes, sans modifier la loi, eh bien, il faut arriver à motiver le corps médical pour augmenter le nombre de donneurs vivants. Car ce n'est pas un problème de générosité, les donneurs sont là, il faut juste motiver les professionnels pour qu'ils réalisent de plus en plus ce type de transplantation. Voilà, merci de votre attention. On va peut-être demander à Olivier, puis ensuite à Reda d'intervenir et on fera la discussion. Olivier, tu as la parole. Merci beaucoup, monsieur le doyen, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, je dirais quelques mots. Je n'ai pas de diapo. Je vais parler un petit peu comme ça. Et ces quelques réflexions que je voulais vous soumettre aujourd'hui sont un petit peu le fruit de nos réflexions avec Valérie Gâteau, qui est philosophe, et avec qui on partage un certain nombre de choses. Moi, j'essaie de un peu lui donner une expérience de terrain, de la transplantation, et elle essaie de m'apprendre un petit peu la philosophie, ce qui n'est pas simple pour moi.
Alors effectivement, si on parle d'altruisme aujourd'hui, c'est parce qu'il existe une pénurie, parce qu'il y a des listes d'attente, parce qu'il y a certaines personnes qui meurent en attendant une greffe, et donc il y a manifestement, même si c'est toujours difficile un petit peu à appréhender comme concept, mais il n'y a pas assez d'organes, entre guillemets. Et donc il y a un certain nombre de solutions qui, bien sûr, ont été envisagées pour augmenter ce nombre d'organes disponibles et pour diminuer cette pénurie. On a parlé tout à l'heure, effectivement, des dons entre vivants. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses à dire. Je pense que peut-être pendant la discussion, on pourra en reparler parce que ça, c'est très intéressant. Je ne vais pas m'étendre tout de suite sur sa définition d'ailleurs légale et son intérêt clinique. Mais j'espère qu'on pourra en reparler. Il y a aussi certaines sources potentielles de dons d'organes ou de prélèvements d'organes dans des domaines que, pour l'instant, la loi n'a pas prévus. Comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, Reda, les malades en arrêt de soins, c'est-à-dire où les critères de la mort cérébrale ne sont pas présents, mais où en tout cas l'évolution se fait vers un arrêt des soins et bien sûr au final vers la mort cérébrale, mais au moment où la décision est prise, les critères de la mort cérébrale ne sont pas réunis. Donc il y a un certain nombre de pistes de ce style qui peuvent être explorées à l'avenir, tant sur le plan clinique d'ailleurs que sur le plan législatif, j'imagine. Malgré ça, donc, il y a une pénurie actuellement, et donc des solutions plus immédiates ont été proposées. On en a entendu un certain nombre tout à l'heure de la part de philosophes ou de cliniciens, comme par exemple, à l'image, à l'instar de certaines philosophies utilitaristes, d'imaginer un commerce régulé des organes, c'est-à-dire, par exemple, l'agence de la biomédecine pourrait allouer une somme d'argent à un donneur vivant pour le prélèvement d'un de ses organes, ou d'une partie d'un organe, qui serait attribué ensuite à un receveur qui, lui, bien sûr, ne payerait rien. Et donc, il y aurait comme ça une rétribution de Precium Doloris. Voilà. Bon. C'est une discussion qui fait moins peur dans certains pays culturellement que dans d'autres. Je crois qu'en France, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a des gens effectivement très sensibles à la solidarité et qui iraient même très loin dans le prélèvement d'organes pour dire qu'il faut être tellement solidaire qu'il faut rendre le prélèvement obligatoire, en faire un impôt. Et c'est tellement obligatoire d'ailleurs qu'on ne vous demanderait même pas votre autorisation, votre consentement. Là encore, heureusement, je pense que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec cette façon de faire, que ce serait difficilement appréhendable en France dans une activité aussi fragile qu'est justement le don d'organes. Moins, je dirais, avec moins de pression, d'une façon plus subtile, mais malgré tout aussi, je pense, critiquable, ce serait d'essayer d'induire une forme de pression morale en disant, si je vous dis par exemple, il faut donner vos organes. C'est bien, c'est altruiste. Voilà. Bon, ça a une efficacité modérée. Puis si on vous dit, on va distribuer des cartes de donneurs à tout le monde, puisque vous êtes là, vous êtes venus vous êtes intéressés par le sujet, donc vous avez tous signé votre carte de donneur d'organes. Bon, la dimension du don, justement, et son caractère admirable perd un peu de sa superbe si ça devient une pression comme ça qu'on met sur chacun. Donc là aussi, c'est peut-être pas la bonne solution. Puisque s'il ne doit être ni question d'argent, ni d'impôt, ni de pression, il faut que ça soit effectivement un don au sens strict du terme. Et donc, effectivement, quand on parle de don, eh bien, on pense à l'altruisme et à la générosité, y compris évidemment anonyme, entre les habitants, enfin entre les Français. Alors, néanmoins, si on dit il faut cultiver cet altruisme, quelle qu'en soit la façon, la méthode, ça veut dire implicitement aussi que peut-être on reproche aux Français de ne pas l'être assez. Et ce qui n'est pas forcément non plus une bonne chose. Christophe nous a montré aussi, je trouve, cette interprétation qui est tout à fait sensée, de dire on se plaint de ces 30% de refus qui n'ont pas bougé depuis 15 ans, mais à l'inverse, 70% sont d'accord. Et c'est peut-être ça qu'il faut au contraire développer et louer les qualités, parce que c'est pas rien, loin s'en faut. On a vu, donc on vivait une période un petit peu difficile et mouvementée socialement dernièrement, et on a vu, outre des gens d'ailleurs un peu courageux, qui
voient l'avenir d'une façon très négative, on peut les comprendre. Et on a vu des gens modestes être très solidaires entre eux et faire preuve d'altruisme. Vous avez tous vu ça à la télévision, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas reprocher aux Français de ne pas être altruistes. Ils ne sont pas moins altruistes que d'autres habitants en Europe ou dans le monde. C'est vrai que l'Espagne a un taux de prélèvement le plus élevé au monde. Il y a probablement aussi des raisons d'organisation sanitaire du prélèvement et d'histoire du prélèvement d'organes qui expliquent cette différence. Notamment, vous savez qu'en Espagne, de très nombreux médecins ont été formés à une époque, notamment au début des années 80, et ils ne savaient pas bien ce qu'ils allaient en faire, les autorités espagnoles, de tous ces médecins. Il n'y avait pas de travail pour tout le monde. Et ils en ont consacré une grande partie, justement, à l'organisation, une espèce de maillage, comme en plus c'est un État fédéral, d'unités de médecins qui étaient spécialisés dans le don d'organes et qui voyaient les familles et qui ont ainsi optimisé le contact, la relation avec les familles, et ce qui est en grande partie, je crois, l'explication à leur taux de prélèvement qui est le meilleur au monde. Mais, comme l'a dit Christophe, la France n'a pas à rougir puisqu'on est 3e ou 4e. Donc c'est même un résultat, je trouve, tout à fait admirable. On fait nettement mieux que nos voisins allemands, par exemple. Donc, comme on le disait, appeler à l'altruisme ne doit pas signifier que l'on stigmatise ceux qui refusent le don. Parce que ça, c'est méconnaître aussi ce que vivent les familles, notamment dans lesquelles quelqu'un est décédé et qui est un candidat au don d'organes. Alors, certes, la loi en France prévoit un consentement présumé, que le donneur ait exprimé ou pas, évidemment, son opinion avant sa mort. Et souvent, c'est ensuite la famille qui va peut-être, s'il ne s'était pas exprimé, qui va donner son propre avis. On a envie de dire, et alors ? Ce n'est pas dans une situation comme ça qu'évidemment que l'on peut brutaliser une famille qui vit un tel drame. Et je pense au contraire qu'il faut plutôt donner cette dimension héroïque à ceux qui donnent. C'est une expression de Didier Houssin que je me souviens qui m'avait un peu marqué, disant que les donneurs d'organes étaient finalement des héros. Eux et leur famille d'ailleurs, hein, le premier héros étant un héros mort. Alors donc c'est ce caractère admirable du choix de faire ce don d'organes dont on doit donner l'image, et pas à l'inverse stigmatiser ceux qui ne donnent pas. Donc, puis dernier point d'ailleurs, c'est pas seulement une épreuve morale terrible, mais c'est aussi quelque chose qui représente une transgression vis-à-vis de l'intégrité du corps, comme vous savez, à un moment précis où une mort très brutale a été annoncée, et où en plus on demande aux familles d'accepter que l'intégrité du corps ne soit pas respectée à ce moment précis-là. Donc, pour finir, quelle solution pourrait-on proposer pour stimuler, si c'était possible encore, l'altruisme en France, ou du moins remédier à la pénurie d'organes? C'est d'abord valoriser effectivement socialement ce don, comme je vous le disais, non pas critiquer l'égoïsme, mais vraiment donner toute son ampleur, toute sa qualité et son côté admirable au don d'organes et la reconnaissance de la société à ceux qui ont donné. Je crois qu'il y a un côté d'éducation aussi qui est très très important, et probablement ce chemin-là n'a pas été fait, et ça explique aussi en partie pourquoi les choses n'ont peut-être pas tout à fait changé depuis 15 ans. Et tout passe par l'éducation, et notamment des enfants. Et je pense que l'éducation nationale, ça j'en discutais notamment il n'y a pas longtemps avec Corinne Antoine, l'agence de la biomédecine, les portes des écoles n'ont pas été ouvertes au message vis-à-vis du don d'organes. Pas réellement. Il y a des initiatives ponctuelles, mais ça n'a pas été fait en profondeur au bon moment avec les enfants. Et je crois qu'on progressera beaucoup. Puis enfin, n'oublions pas, je suis malgré tout chirurgien transplanteur, donc l'innovation thérapeutique garde toute sa place, et il faut trouver d'autres solutions, d'autres sources d'organes à l'avenir qui nous permettent également de greffer davantage de patients. Je vous remercie. Alors le dernier de nos transplanteurs, Reda, si tu veux bien prendre la parole et nous faire part de tes réflexions. Voilà. Donc c'est en sortant d'un cours de chez Christian Hervé la semaine dernière qu'on a un peu discuté, et on s'est rendu compte tous les deux qu'on était en plein dans le sujet de ce soir. Le cours s'intitule « Quel type de donneur et d'organes et de greffons pulmonaires
au XXIe siècle. Et donc nous avons décidé, je le remercie, il m'a invité, juste pour vous donner un petit témoignage, je ne serai pas très long. J'aurais pu intituler ce petit topo « La pénurie dans la pénurie », parce que je crois que les systèmes s'expliquent à la marge, et voici 3 diapositives pour illustrer un tout petit peu mon propos. Vous remarquez que ce qui est en rouge en 2007, c'est le nombre de donneurs qui ont été prélevés d'un poumon ou d'un cœur-poumon par rapport à tout ce qui est bleu de donneurs qui ont été prélevés au moins d'un organe autre que le poumon ou le cœur-poumon. Ça fait 1350 sur 215, ce qui est très très faible. La conséquence de ces chiffres, c'est la diapositive que vous voyez ici, et vous remarquez en bleu tout à fait en bas, que malgré le fait qu'on ait augmenté significativement le nombre de transplantations pulmonaires en France depuis quelques années, le nombre de décès sur liste reste stable, de 44% tous les ans, et ce qui représente à peu près 20%. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi... voilà, quelles sont les solutions que nous avons dans ce petit... dans cette petite activité qui est très très faible par rapport par exemple à l'activité de transplantation rénale, pour des raisons tout à fait honorables d'ailleurs. Voilà, alors les différentes solutions, ça a été le donneur vivant. Le donneur vivant, c'est très compliqué dans le poumon parce que ça ne peut se faire que de quelqu'un qui a une grande taille vers quelqu'un qui a une petite taille. On ne peut pas enlever un poumon entier à quelqu'un qui n'est pas malade parce que la mortalité post-opératoire d'une pneumonectomie est assez élevée. Donc on est obligé d'enlever un morceau de poumon, voire 2 petits morceaux. C'est un lobe. On ne peut pas enlever 2 lobes à une seule personne qui n'est pas malade, un droit, un gauche, parce que c'est très cher payé. Donc il y a une technique qui a été décrite par les Américains dans les années 90. On prélève un lobe à un donneur, et un deuxième lobe à un autre donneur, et on greffe quelqu'un de plus petit, en général un enfant. En France, ça s'est fait beaucoup il y a quelques années. Enfin, quand je dis beaucoup, il y a eu une dizaine qui ont été faites, parce que pour la mucoviscidose, vous connaissez toute cette maladie, et le problème éthique que pose ce donneur vivant, ces donneurs vivants, c'est que la mucoviscidose étant une maladie transmissible génétiquement, on s'est rendu compte que finalement les parents et se sentaient quelque part obligés, parce qu'ils culpabilisaient, de donner à leur enfant un lobe chacun. Donc cette technique n'est plus utilisée en France, très peu dans le monde, parce qu'on a pu passer à d'autres techniques qui sont par exemple le donneur à cœur arrêté, j'y reviendrai, ou le donneur marginal. La superurgence, c'est une procédure qu'on a mis en place en France il y a 2 ans maintenant, qui permet de mettre en matière de greffe pulmonaire un patient dont le pronostic vital est engagé à 48 heures, de le mettre en priorité nationale. Donc ça permet de greffer quelqu'un qui sinon serait mort, mais ça ne permet pas d'augmenter le nombre de greffons. C'est une procédure qui est en cours d'évaluation. Le donneur à cœur arrêté n'est pas autorisé en France pour le poumon, bien que le poumon soit l'organe par excellence, par sa physiologie intrinsèque, qui peut supporter plus d'1h30 d'arrêt circulatoire sans apport extérieur et sans aucun dommage sur, par exemple, l'endothélium vasculaire ou la muqueuse bronchique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Le donneur marginal, c'est un problème de subjectivité, c'est les équipes qui n'osent pas proposer ou les équipes qui n'osent pas accepter. Donc il y a une technique qui s'appelle la technique de l'ex vivo reconditionnement aujourd'hui, qui permet de prendre un poumon qui est dit marginal ou qui ne remplit pas les critères pour une greffe, de le mettre dans une couveuse, de le perfuser, de le ventiler, de le réanimer comme en pédiatrie, et de le retester. Et on s'est rendu compte, il y a des travaux qui ont été faits et publiés en littérature internationale, qu'on pouvait récupérer 2/3 des poumons récusés initialement. La machine que vous voyez en bas de la diapositive est un prototype qui est unique au monde, que j'ai eu l'honneur
j'ai participé à son élaboration. C'est une machine qui permet de transporter le poumon et de ne plus se poser la question est-ce que ce poumon est bon ou non. On prélève le poumon, on le met dans la machine, il est ventilé, perfusé, évalué pendant plusieurs heures, et ce qui permet, après par exemple 8 heures, de dire ce poumon peut être greffé ou non, et à ce moment-là, on pourrait joindre le receveur qui est le plus adapté à ce poumon, en ayant fait cette carte d'identité immunologique, et de dire, nous avons un receveur qui se trouve dans un centre qui n'est pas obligatoirement le centre où se fait cette procédure, et ainsi la greffe pourrait se faire de manière vraiment très aisée. Alors, la question que je pose aujourd'hui, puisque c'est une conférence sur l'altruisme et sur l'éthique, c'est quelle est finalement, le professeur Legendre l'a dit avant moi, quelle est finalement la capacité d'altruisme du citoyen médecin et du citoyen législateur pour permettre à ce type de technique, à ce type de prélèvement sur donneur à cœur arrêté, de se faire un jour en France pour que la mortalité sur liste passe de 20% peut-être à 0%. Et si on devait poser une question éthique, c'est de dire pourquoi tolérer aujourd'hui un taux de mortalité aussi élevé alors que nous avons les moyens de le réduire, voire de le rendre à zéro. Je vous remercie. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'il y a au niveau de la table ronde des interventions qui seraient par rapport aux différents orateurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait même des contradictions, des interventions, ce serait tout à fait utile. Et ensuite, si vous le voulez bien, ce sera à la salle qu'on donnera la parole. Donc, je vois déjà M. Rie et M. Doussin, ce qui ne m'étonne pas. Donc, M. Doussin a levé la main le premier, donc il a la parole. Merci. J'ai le sentiment peut-être de m'être mal exprimé, puisque je n'ai pas tout à fait été compris. Je crois, cher vénérable, si vous me permettez toujours de vous appeler ainsi, qu'il n'y a pas de différence entre nous. C'est-à-dire qu'il est clair que l'écart et la courbe, la divergence de courbe que le professeur Legendre nous a montrée est tellement frappante, on va vers un accroissement fatidique, si on ne fait rien pour le modifier, du nombre de personnes qui se trouvent sur liste d'attente. Et il faut mettre en œuvre tous les moyens pour essayer de faire que cette courbe ne soit plus divergente, mais qu'au moins elle soit parallèle, voire qu'elle converge, comme certains pays y sont parvenus. Et donc il y a besoin aussi bien de développer les techniques de dialyse, les améliorer, etc., que de chercher toutes les ressources possibles du côté des personnes décédées, mais aussi, me semble-t-il, du côté des donneurs vivants. Il y a quand même un élément aussi que tout le monde a en tête, car je crois que c'est un public surtout médical, c'est qu'on sait qu'en moyenne, une personne dialysée a une espérance de vie de 5 ans, 6 ans, alors que le don d'organes, la greffe d'organes, offre des espérances de vie beaucoup plus longues. Statistiquement, c'est ça. Les différents chiffres, la différence statistique l'indiquent. Et donc, il faut non seulement améliorer la technique de la dialyse, mais améliorer la capacité de la dialyse de faire survivre les gens plus longtemps. Ça, c'est le premier élément. Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre nous. Deuxièmement, je n'ai absolument pas cherché à culpabiliser les Français en disant que les Français ne sont pas assez généreux, altruistes. Donc j'ai dit, je m'interroge sur les raisons qui font que le législateur refuse d'ouvrir les possibilités de dons en ce qui concerne les donneurs vivants, contrairement à ce qui s'est fait de plus en plus dans un grand nombre de pays. Et je vous ai indiqué toute une série d'éléments qui me semblent expliquer cette réticence. Mais je crois au contraire que les Français sont prêts à aller vers des dons, au moins en ce qui concerne la greffe rénale, donneurs vivants. Et je vais même vous rassurer, sans vous donner de nom de parlementaires, mais en vous disant qu'il y a eu un sondage très intéressant fait en juin 2009 par le Centre d'études et de recherche sur la philanthropie, qui a interrogé, après avoir fait un panel tout à fait représentatif, 201 parlementaires, et 91% des parlementaires ont indiqué qu'ils étaient prêts à faire un don après leur mort, donc l'agent parlementaire est généreuse, et 79% souhaitaient pouvoir le faire pour un rein de leur vivant à un ami proche.
Ce qui fait qu'il y a un paradoxe, c'est que le législateur, à 79%, est favorable à l'élargissement des possibilités de dons au-delà du cercle familial, mais sans doute donc les 21% restants ont un pouvoir décisionnel très important, qui fait que eux maintiennent le principe que seulement dans le cercle familial, il sera possible de continuer de faire des dons. Voilà pour mes rapides commentaires. Je voudrais simplement, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai tellement entendu parler du sujet, répondre à Madame Caroline Guibet-Lafaille que il y a un pays qui est très très intéressant comme élément de comparaison, qui est la Grande-Bretagne, où là le consentement est explicite. 1000 personnes en meurent chaque année. Nous en tenons à 200. Pourquoi ? Parce que le consentement explicite, c'est très intellectuellement satisfaisant. Si vous dites aux gens, c'est lequel, vous êtes aussi sociologue, ça fait partie des fausses questions dont il faut se garder. Si vous dites à quelqu'un, est-ce que vous préférez choisir vous-même, prendre vous-même vos décisions, ou laisser l'institution les prendre à votre place ? Je crois que 95% des gens dans cette salle répondront « je préfère faire mes choix moi-même ». Mais qui a envie d'envisager sérieusement, étant jeune, la possibilité qu'il va mourir, et donc qui va s'inscrire sur une liste indiquant précisément qu'il est favorable à donner ses organes ? Très peu de gens. Et la liste en Grande-Bretagne est extrêmement restreinte pour cette raison-là. Des pays comme la Grande-Bretagne, mais aussi, et c'était un des objets du séminaire le plus récent, comme le Canada, qui se sont enfermés dans le système du don du consentement explicite, en reviennent et sont amenés en fait à trouver des biais, en interrogeant les familles. Bon, il ne s'est pas inscrit sur la liste comme quoi il était volontaire pour être le don, mais vous ne pensez pas quand même que, et c'est comme ça qu'ils arrivent à rattraper les effets extrêmement désastreux du consentement explicite. Et puis dernier point, il y a une situation qui me semble intéressante, c'est que on ne connaît pas, les transplanteurs nous l'indiquent, on ne connaît pas de famille qui refuse le bénéfice d'une transplantation pour un membre de leur famille qui est malade. Et alors c'est quand même étrange. En France, on autorise finalement les gens à dire « je ne veux pas donner, mais alors je suis 100% d'accord pour recevoir ». Cette question pose un problème, que vous avez proposé de résoudre en disant « c'est très simple, on socialise le corps humain et ça devient obligatoire ». Il faut sans doute trouver des formules plus souples pour résoudre le problème, mais en tout cas ça interpelle. Si on allait dans le sens consentement explicite, peut-être très dire, bon, ceux qui refusent s'engagent en même temps à refuser une éventuelle transplantation à leur profit. Ce serait une façon, alors je pose la question de façon provocante, pour vous indiquer quand même que la question interpelle. Comment se fait-il qu'on trouve tout à fait confortable et normal que 30% des gens finalement sont prêts, refusent le don, mais sont tout à fait d'accord pour en recevoir. Monsieur Hurier. Je crois vraiment pour la clarté de la discussion, qui est intéressante et difficile, on doit dissocier dans ce contexte de pénurie, puisqu'il n'y a pas doute que, même si certains ont récusé le terme dans les débats précédents, aujourd'hui, chacun l'utilise. C'est-à-dire, quel que soit le nom qu'on donne, il y a un écart qui trop souvent se confirme, ou voire même s'élargit, entre l'offre, l'évolution de la demande avec les facteurs qu'on connaît bien, le diabète, les pathologies qui constituent le rein, l'âge, et puis l'offre. Donc c'est un fait, c'est une tendance lourde. Mais on a vraiment intérêt, je crois, à dissocier ce qui est les greffes post-mortem et le donneur vivant. Pourquoi ? Parce que le débat sur le consentement implicite ou explicite, on l'a eu, et j'espère que le Parlement, qui aura d'autres choses à faire, ne le remettra pas en question. J'étais encore au Parlement en 1994, et pour quelque temps d'ailleurs, quand cette question avait été posée. Et on avait résolu cette question comment ? Par rapport à la loi Caillavet, qui avait été une première et dont tous les transplanteurs peuvent considérer que ça a été un apport significatif. On n'en a pas trouvé de plus significatif depuis d'ailleurs. Mais il y avait tout de même quelque chose de choquant. Consentement implicite, ça a été bien analysé, je n'y reviens pas. Et la réponse, c'est le registre, c'est l'ouverture d'un registre des refus. Alors on peut en penser ce qu'on en veut quant à la confidentialité, au manque d'information, mais n'empêche que ça existe. Et la question s'était posée d'avoir non pas un registre des refus, mais un registre des accords, des consentements. Et on avait considéré que c'était en termes de ressources,
de Rhin beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus incertain, et que c'est la raison pour laquelle on a privilégié le registre des refus. Pourquoi? Parce qu'un registre du consentement aurait dû être actualisé sans cesse, car dans les réflexions et les expériences et les cas de figure qui ont été évoqués ce soir, on voit bien qu'on peut changer d'avis. Donc, je crois que pour les transplantations d'organes post-mortem, je ne crois pas qu'en France, avant longtemps, il soit opportun et envisageable de changer. En revanche, on en revient sur quoi faire, la question fondamentale, quoi faire par rapport à cet écart qui se creuse entre la demande et l'offre. Donc, comme l'a dit un d'entre vous, c'est vrai dans tous les pays. Alors, on peut considérer qu'il y a des pays qui sont champions et d'autres qui sont à la traîne. Une des questions qu'on a éludées consiste à savoir si ceux qui sont champions sont plus altruistes que d'autres. Et vous-même, Monsieur Toussaint, avez considéré que c'est évidemment pas un critère ni une formulation à retenir. Ça n'est pas parce que les Français sont moins altruistes qu'on voit sur un certain nombre de domaines la progression des dons stagner, voire même laisser la place à une réduction des dons. J'étais très très intéressé par les présentations de mes collègues qui sont transplanteurs parce qu'ils ont ce sens pratique et cette observation quasi quotidienne. Et dans les éléments qu'un d'entre vous a présentés, venant des États-Unis, on a vu apparaître ces gens qui, si j'ai bien compris, c'était une sorte de cohorte d'altruistes généreux, je me demande si c'est pas vous qui en avez parlé, et qui partant de plus d'une centaine, c'est bien vous, je ne voudrais pas commettre d'erreur, mais pour moi, cette expérience est essentielle par rapport à notre discussion. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens qui sont par nature, spontanément altruistes, généreux, et qui disent « Moi, monsieur, je suis prêt à donner ». C'est bien ça? Et qu'en est-il résulté? Y compris après une relance par courrier en disant « Bravo, on vous admire, vous êtes vraiment des héros en puissance », eh bien, il y a une fonte considérable pour arriver finalement, en fait, à une transplantation d'une vingtaine de reins. Ça doit quand même nous interpeller, parce que ça montre bien la fragilité du concept même d'altruisme. Ça rejoint ce que vous disiez à propos des entourages familiaux qui, moi, je serais prêt à donner pour quelqu'un de mes proches. Et plus on est proche, plus on a des motivations pour cette générosité. Ce qui signifie, à contrario, que plus on est éloigné, même dans le cercle familial, moins cette conception de générosité est solide. Donc je continue de penser qu'on a une sorte d'aveuglement en considérant non pas la fatalité du maintien des écarts considérables, mais que ce qu'on fait en attendant. On voit bien que des dispositions ont été prises, en France comme ailleurs, mais on voit aussi leur portée. Et je crois qu'il est vraiment illusoire, c'est ce que j'ai dit, et ce qui a entraîné des réactions très vives l'autre jour, de faire comme si on avait des raisons d'espérer dans les 5 ans qui viennent que ces gens qui sont sur liste d'attente vont pouvoir enfin obtenir l'organe qu'on leur fait espérer depuis longtemps. Je crois qu'il y a là, y compris vis-à-vis du patient, une sorte de lucidité à leur donner. Pourquoi? Parce que c'est une condition difficile, je parle des insuffisants rénaux, que de vivre en dépendant de la dialyse, mais que cette dépendance est d'autant plus redoutable qu'on laisse espérer une solution qui est la solution idéale, sans avoir au jour d'aujourd'hui une idée quelconque du délai dans lequel cet espoir pourrait être satisfait. Donc c'est cela qui m'avait valu quelques orions. Pour le moment, j'en ai pas perçu dans cette assemblée, mais il est très possible que ça vienne, et que d'ailleurs l'ambassadeur Toussaint fasse le relais pour expliquer le mécontentement suite aux propos provocateurs que j'aurais tenus, au conditionnel. Claude, est-ce qu'on pourrait dire aussi que les parlementaires, d'après la statistique qui nous est donnée, seraient aussi l'objet d'une telle fonte et que, en définitive, leur déclaration devant le fait réel pourrait diminuer? C'est peut-être à voir aussi. Vous avez une forte pression quand même. Hein. Pour les parlementaires, excusez-moi, mais pour les parlementaires, je suis à peu près convaincu qu'il y a une sorte de pression. Et je suis sûr que, confronté à une situation, on verrait ce nombre se dégonfler quelque peu. Ça, j'en suis à peu près sûr. Et je ne leur reproche pas d'avoir apporté une réponse positive, parce qu'au fond, il faut un certain courage pour apporter à une question aussi provocatrice, apporter une réponse négative. Voilà, mais confronté à la réalité, méfions-nous de ces élans de générosité qui, confrontés à la réalité, risquent de fondre comme neige au soleil, comme l'expérience américaine semble le démontrer.
Monsieur Ré, toujours dans votre sens, pour abonder dans votre sens, vous avez parlé de l'altruisme et pourquoi les Espagnols seraient plus altruistes que les Français. Moi, je peux vous donner un élément de réponse. Je crois savoir qu'aujourd'hui en Espagne, il y a une loi qui stipule que ceux qui s'inscrivent sur une liste de donneurs d'organes après leur décès ont leurs funérailles payées par l'État. Un autre élément de réponse, c'est que les médecins dont Olivier a parlé tout à l'heure, qui sont en charge du prélèvement d'organes et de toute cette coordination, qui ont même mis au point un système qui s'appelle le TPM, qu'ils font un peu partout, notamment en France, ils sont passés pour apprendre aux équipes comment aborder une famille, par exemple, sont payés au prélèvement. Ils ont un salaire de base. S'ils ont réussi à effectuer 30 prélèvements, ils sont payés un peu plus que leur salaire. Donc l'altruisme s'explique tout à fait comme ça. Vous êtes d'accord ? Oui, alors c'est pour ça, pardonnez-moi, mais dans ce débat très important, j'avais suggéré, et il y a une suite d'ailleurs, la réunion de ce soir est une suite, mais qui est une analyse fine qui puisse être faite quant aux produits, aux pays qu'on nous donne comme référence, comme étant les meilleurs, savoir pourquoi et comment ils sont les meilleurs. Et on voit avec l'exemple espagnol qu'au fond, cette nécessité d'avoir une étude objective s'impose par rapport aux références internationales. Je ne prends plus le micro, tout au moins avant quelques minutes. Je voudrais, avant toute chose, remercier infiniment Madame Caroline Guibet. Elle a enfin apporté un peu d'air frais dans ce débat politiquement correct que j'entends depuis près de 50 ans, qui est basé sur l'altruisme. L'être humain n'est pas altruiste, il faut se mettre ça dans la tête. Un philosophe anglais d'ailleurs, Thomas Hobbes, puisqu'on a cité Adam Smith, mais Thomas Hobbes a bien montré que l'état naturel de l'être humain n'était pas l'altruisme, et que c'est simplement son état civil dans une société qui le contraint à devenir ce qu'il est, à devenir altruiste par certains côtés, afin de pouvoir vivre en société. Mais intrinsèquement, il n'est pas altruiste. Alors arrêtons peut-être de baser une thérapeutique aussi importante que celle qui est représentée par la médecine de remplacement et qui va encore s'accroître au fur et à mesure des années, arrêtons de la baser sur la charité. Et je pense que ce qu'a proposé Mme Caroline Guibet, que je propose d'ailleurs depuis plusieurs années et que j'ai écrit déjà dans un certain nombre de papiers, qui est de dire que la société a besoin de cette médecine de remplacement et que le corps, après la mort de la personne, peut peut-être être considéré comme un bien, comme une chose, et non pas comme quelque chose qui est toujours extra-patrimonial, comme le voudrait la législation française. Et que cette chose utile à la société, seule la société peut décider de son devenir et se remettre entre les mains de la société ce que sera le devenir des organes des personnes décédées. Mais nous sommes une société qui n'est pas une société nazie, nous sommes une société éthique. Alors on peut peut-être laisser, au moins dans un premier temps, l'être humain, l'individu, refuser cette pratique une fois qu'il sera mort, sur son corps après qu'il sera mort. Mais à lui seul, de son vivant, sur un registre national, et pas du tout avec des papiers à droite et à gauche ou en demandant aux proches ou à je ne sais qui, à lui seul de son vivant. Et si, à condition bien sûr que nous soyons assurés que cet individu était au courant de la législation qui disait que s'il n'était pas inscrit sur le registre, on pourrait prélever, on prélèverait les organes après sa mort. Comment faire pour savoir qu'il était au courant de la législation? C'est très simple. On a la carte vitale en France. Il suffit d'inscrire sur la carte vitale « Je connais la législation », une fois pour toutes, et c'est fini. Si, à la mort de l'individu, on voit que, connaissant la législation, il ne s'est pas inscrit sur le registre, la société dit
ces organes vont servir à la société. Je ne demande pas, ce n'est plus un don. C'est moi, société, qui décide. C'est pas un don, c'est la CSG, ça. C'est pas un don, c'est la CSG, ce que vous proposez. Ce que je propose, c'est la conscription du corps. De même qu'on fait une conscription quand il y a la guerre, pourquoi on ne ferait pas une conscription, et c'est beaucoup plus grave, parce que quand il y a la guerre, on envoie les gens, la personne, pas le corps. La personne risquait de se faire tuer. Ici, la conscription s'adressera au corps, il n'y a plus la personne. Elle s'adresse au corps pour le bien de la société. Eh bien, je pense que cette solution, qui peut paraître actuellement un peu drastique, il faut en commencer le débat. On n'en a jamais débattu. C'est la première fois que j'entends quelqu'un en France qui met l'accent sur cette possibilité. Alors, je ne partage pas entièrement les conclusions un peu alambiquées à la fin avec le don d'un organe, pas d'un autre, etc., pour ménager toujours le don. Supprimons le don et on aura fait un pas énorme en avant. Donc, puisque je dois me présenter, Valérie Gâteau, donc je suis philosophe et j'ai travaillé sous la direction d'Olivier Sobran longtemps sur la question du don d'organes entre vivants et plus généralement sur l'éthique de la greffe. J'avais deux questions un peu de provocation et de cohérence. La première sur justement la question du prélèvement obligatoire ou sous forme d'impôt, puisque comme vous l'avez suggéré les uns ou les autres, ce prélèvement obligatoire supposerait qu'on admette que le corps est une chose et qu'on peut prendre des parties de ce corps pour le bien de la société. Il me semble que si on décidait ça, on aurait un vrai souci avec ceux qui considèrent que le corps est une chose qu'ils peuvent vendre pour leur propre bien. Et que si la société admet que le corps est une chose, elle est conduite aussi à admettre que les individus pourraient exiger que cette chose-là soit disponible pour leur propre décision et leur propre bien, plutôt que pour le bien de tous. Donc ça, c'est une question de cohérence. Hein. C'est juste l'idée que si on admet dans un domaine que le corps est une chose, il faut l'accepter pour les autres domaines, et qu'à mon sens, il y a une question vraiment importante là-dessus. Et puis l'autre question, qui est une question aussi un peu de cohérence, c'est à propos du consentement présumé, qui est très très défendu à l'heure actuelle en France. Il s'est avéré, là, lors des États généraux de la bioéthique, qu'il y a eu un panel citoyen qui s'est positionné sur la question, et qui, contrairement à ce qu'ont recommandé tous les experts, a demandé le passage à un consentement explicite en France pour que le don soit réellement un don. Et la question que ça me pose, moi, c'est si on ne respecte pas ou si on ne questionne pas plus en avant la position des citoyens et si on ne donne pas place à leurs revendications, quel sens ça a en bioéthique de demander l'avis des citoyens? Je vous remercie. Merci, bonjour, merci pour vos questions. Alors d'abord, je commence par du détail. Donc on vous a fait la promotion du don en Espagne. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le nombre d'organes prélevés et le nombre d'organes greffés. Et quand on s'intéresse au nombre d'organes greffés, à ce moment-là, on n'a plus du tout le même classement des pays en termes de capacité d'offrir, de rétablir la santé au moins de certaines personnes. Et il ne faut pas oublier aussi, mais comme on l'a dit, qu'il y a des incitations financières qui sont offertes aux équipes de prélèvement d'organes en Espagne. Alors, on a encore une fois une autre question un petit peu, pas marginale, mais alors on fait beaucoup la promotion du don à partir de personnes vivantes, mais il faut quand même prendre conscience aussi que le fait de donner son organe, quand on est un donneur vivant, c'est passer d'une situation de santé à une situation de santé très, très fragilisée. Donc il y a une grande partie, en particulier d'équipes médicales en anesthésie, réanimation, qui ne trouvent pas que ça soit la meilleure solution possible. Alors, j'en viens à présent à des questions qui m'ont été adressées plus ou moins directement. Je pense que, ma position est de défendre une obligation de se prononcer, que ce soit pour un prélèvement systématique ou pour un consentement explicite. J'ai bien conscience, effectivement, que le passage au consentement explicite fait diminuer le nombre de greffons. Néanmoins, dans les pays évoqués, en particulier aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il n'y a pas d'obligation de se prononcer en matière de don d'organes. Donc ça fait une différence. En ce qui concerne le fait de les impositions obligatoires, il y a beaucoup de contributions qui sont obligatoires dans notre pays. Par exemple, le service militaire, la conscription font partie des obligations que nous avons et par rapport auxquelles il y a peu
peu de façons d'y échapper. C'est fini, mais il existait auparavant, certes. Mais vous voyez que dans le cas... Non, dans le cas particulier du service militaire, il y avait une solution de compromis qui existait. C'est aussi quelque chose que je défends, où il y avait la possibilité de l'objection de conscience. Donc on peut très bien imaginer ce type de solution politique où une forme obligatoire de contribution est imposée avec des aménagements possibles. Alors, sur le statut du corps, je répondrai en termes de représentation de soi et de représentation du corps plutôt que sur la question d'en faire une chose ou un objet. Je pense encore une fois que que les formes de prélèvement ou les formes dans lesquelles les individus pourraient s'engager quant à ce qui serait donné de leur corps peut refléter ce qui est propre à leur représentation du corps ou de soi, sans qu'on ait nécessairement à statuer ou à se prononcer sur est-ce que le corps est une chose ou pas. Voilà pour l'instant. Très rapide. En ce qui concerne les reins, les données sur les donneurs vivants, on les a avec un suivi de 30 ans. Le risque est extrêmement faible. Donc il ne faut pas donner l'idée que donner un rein, c'est quelque chose qui est dangereux pour la santé. On a la réponse. En foie, c'est différent. Oui, mais en rein, on a la réponse. Et cette réponse, elle est absolument claire, avec un recul très très long. Et donc, il ne faut pas partir de ce point de vue-là pour le rein. Et c'est vraiment un domaine où on ne peut pas mélanger le rein, le foie, le poumon. Parce que là, évidemment, c'est une opération qui est beaucoup plus grave. Mais je voulais juste apporter cette petite précision. Bonjour, alors moi je m'appelle Joséphine Cossard, je suis coordinatrice de dons d'organes. Donc je suis la personne qui rencontre les familles à 4 h du matin. Donc j'ai envie de soulever une question qui est à la sociologue et éventuellement à monsieur Hurier également. J'ai envie de vous dire, à 4 h du matin, quand on a perdu un enfant de 28 ans et qu'on lui pose la question sur le don d'organes, je ne suis pas sûre que les arguments de la loi soient les premiers qu'on puisse avancer, d'une part. Et j'ai envie de soulever la question si l'altruisme, ce ne serait pas d'abord d'accompagner ces familles en deuil face à une mort qu'on appelle une mort brutale et inattendue. Merci. Écoutez, il n'est pas du tout question, dans les conditions dramatiques dont vous parlez, d'expliquer à la famille quelles sont les conditions de la loi. C'est pas ça. La loi, au contraire, elle impose à ceux qui sont en contact avec la famille des exigences qui tiennent compte de la sensibilité de la famille par rapport à la qualité du consentement. Mais on ne va pas donner lecture des dispositions législatives qui régissent le prélèvement d'honneur vivant. Bon, j'ai me souvenir de la première transplantation à Nancy, c'était exactement 4 ou 5 heures du matin, avec une jeune fille de 16 ans. Rien que pour ça, si le débat était venu au Sénat sur ce point, vous imaginez bien que j'aurais réagi. Donc on n'est pas du tout dans cette démarche. On n'est pas du tout. Et il y a aussi, je réponds à votre interrogation, parce que il ne faut pas se tromper sur la nature et la place de la loi dans ces dispositions. On ne va pas vous donner des recettes. La loi ne donne pas des recettes, ce qu'il faut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Elle établit un cadre. Et ce cadre, en ce qui concerne les prélèvements d'organes, est avant tout défini par les conditions du consentement et la liberté du consentement. Et il n'y a pas besoin de rappeler à la famille ces impératifs qui s'imposent en revanche, y compris à vous-même comme coordinatrice et bien sûr aux médecins concernés par le prélèvement. Que mes étudiants de M2 écoutent bien, nous faisons d'abord de la médecine, nous n'appliquons pas du droit. Bon, ça c'est dommage. Mon nom est Bertrand Veil. Je ne suis plus rien depuis très longtemps. Et je vais essayer de pousser les philosophes à réfléchir à la question suivante. Tant que le cerveau fonctionne, il y a un sujet. Quand le cerveau ne fonctionne plus, le corps devient objet. Et pour ce qui me concerne, je trouve que c'est une simplification considérable, que le respect dû à un individu est effectivement un respect tant qu'il est sujet ou sujet potentiel, parce que je pense qu'un embryon, c'est un sujet potentiel, et qu'en cela, il doit être respecté. En revanche, s'agissant du corps, il est devenu objet. Et je pense qu'on peut affirmer qu'un individu, quand il n'est pas mort, peut effectivement disposer de l'objet que sera son corps. La meilleure des preuves, c'est qu'il organise ses obsèques.
Et qu'est-ce que c'est que les obsèques? C'est de mettre en terre un objet, un cercueil, évidemment avec un corps dedans. Et je voudrais avoir une réponse sur la question philosophique de la différence entre un sujet et un objet. Merci. Vous êtes... C'est la même chose? Juste, ce serait pour lui demander, je pense que ça va aller un peu dans votre sens, si vous considérez que le corps est un objet, vous seriez d'accord alors qu'à ce moment-là, il a un prix et qu'on puisse en vendre les choses? Non, je me référais quand même à des instances un peu plus élevées, et en particulier à M. Freud. Je pense que objet, c'est ce qui est externe au sujet. C'est l'autre sans sujet. Alors, c'est pour ça que je préférerais une réponse philosophique. Non, je ne pense pas que le corps puisse être l'objet d'un marchandage. Je veux bien tenter une réponse sur ce sujet plutôt polémique. D'abord, quand même, c'est difficile d'évacuer, comme vous le faites directement, cette question du corps comme objet susceptible d'être monnayé, puisque particulièrement dans le domaine de la greffe, c'est un débat contemporain, et que si on admet que le corps est une chose, on est forcément confronté à cette question-là, ce qui, moi, me pose pas de problème. C'est juste un effort de cohérence. Si on dit ça peut être un objet quelconque sur lequel on a une emprise comme sur un autre objet, alors la distinction avec ce qui ne peut pas être vendu est plus difficile. Ensuite, quand même, je voudrais rappeler, parce que ça a été peu la question ici, que la mort cérébrale, c'est une mort particulière, que tout le monde n'adhère pas de premier abord. Quand un de ses proches décède, tout le monde n'adhère pas à l'idée que le cerveau étant détruit, la personne est morte. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Je ne dis pas du tout ça. Je dis juste que spontanément, c'est pas l'image de la mort qu'on a dans le public, que c'est difficile d'aller contre ces représentations-là, et que ça donne pas du tout l'image standard d'un objet, un corps dont, grâce à la respiration artificielle et aux différentes machines qui maintiennent une forme de vie, ça donne pas l'image d'un objet standard. Et j'ajouterais que dans certains pays, notamment dans les pays asiatiques, on a mis très longtemps à considérer que cet état-là correspondait à la mort et que pendant longtemps, on a poursuivi des recherches pour améliorer l'état de ces personnes-là en pensant que ce n'était pas la mort. Donc c'est quand même une situation un petit peu particulière pour un objet comme un autre, il me semble. Bien, la question qui nous est posée montre à l'évidence que l'altruisme n'est pas une valeur capitale sur laquelle on peut construire beaucoup, sauf peut-être dans certaines catégories. Et ça rejoint la question de Bertrand Weil. Les seules catégories qui savent finalement ce qu'est la valeur humaine et la différence entre la vie et la mort, même en respectant la mort, ce sont les populations religieuses. Je parle des religions monothéistes. Les autres, probablement, notamment le Japon, mais je ne connais pas suffisamment et pas suffisamment étudié. Pourquoi ? Parce qu'il y a des références. Il y a des références sur la valeur de la vie et sur la valeur de la vie transmise à autrui. Première référence, et elle est commune dans les trois religions monothéistes. Aimer son prochain comme soi-même. Bien entendu, ça amène à plaisanter. Pourquoi ? Parce que quelle est la façon d'aimer son prochain comme soi-même ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, on sait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quelles conditions est-ce qu'on témoigne de l'amour pour son prochain? Il n'empêche que c'est un texte fondateur d'une société dont on dit qu'elle est judéo-chrétienne, mais dont on dit mais dans l'ensemble, issue quand même d'une mentalité monothéiste tout à fait importante. Le deuxième fondement, c'est ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'autrui nous fasse. Enseignement fondamental, également dans les trois religions monothéistes, et c'est ce qui fait qu'à partir du moment où dans une étude qui a été faite, et je me réfère à M. Jean Michaud, et notamment du GRET, groupe de recherche et d'études sur les transplantations, dans laquelle, avec M. Jean Michaud et d'autres, et Dalil Boubaker et d'autres, on a publié un petit opuscule qui existe encore actuellement chez l'Harmattan, et qui traite de la position des religions monothéistes en matière de greffe d'organes, de transplantation, donc prélèvement et transplantation. Et il est arrivé que le retour était très intéressant, notamment dans les populations religieuses, dans lesquelles on dit « Ah non,
pas de prélèvement, car c'est interdit par la religion. Quelles sont les sources? Quels sont les fondements? On s'aperçoit qu'en réalité, il n'est écrit nulle part que le prélèvement est interdit, que le don d'organes est magnifié, donc elle a une protection un peu particulière dans le cadre des religions monothéistes, je voulais le signaler. Quant à la différence entre le corps, chose, lorsqu'il est vivant, lorsqu'il est mort, et le corps, objet, je crois que cette distinction-là, elle est très philosophique, elle est très généreuse, elle est totalement irréaliste. Il y a tellement de cas intermédiaires quant à la conscience. À partir de quand vous direz « Ah ben ce monsieur-là, c'est plus un sujet, c'est un objet ». Est-ce qu'il y a des appareils pour mesurer l'objectivité de l'objet ou de la... Je reste très sceptique sur l'éventualité sur laquelle on dira. Alors on peut prendre le risque de se tromper, mais le risque est trop grand et la transgression. Vous parliez tout à l'heure, Henri, de médecine nazie. Je crois qu'on serait effectivement dans ce cadre-là. N'oublions pas que le principe même de la médecine nazie était celui-là, de définir des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Et si je vous disais ça en allemand, vous auriez froid et vous prendriez vos jambes à votre cou pour vous sauver de l'amphi. Oui, bonsoir. René Morlet, je suis écrivain, poète, retraité et bouddhiste depuis 30 ans. Les questions dont vous débattez ce soir, je les ai posées à l'un des plus grands hiérarques bouddhistes, le 17e Karmapa. Et je vais publier un livre dans les mois qui viennent à ce sujet d'ailleurs, enfin, pas seulement à ce sujet. Voici les réponses que j'ai notées de mémoire en vous écoutant. Le 17e Karmapa est donc un hiérarque de l'importance du Dalai Lama, le bouddhisme n'ayant pas de pape. Je le rappelle, il n'y a qu'un pape, c'est un pape dans l'Église catholique. Les autres grandes religions de la planète n'en ont point. Réponse du 17e Karmapa. Oui, un don d'organes, c'est un acte positif, mais de faible ou de modeste portée spirituelle. C'est assez important, l'entretien se déroule en langue anglaise, alors je traduis de mon mieux. Si on peut le faire par un libre choix, c'est bien. Pour un proche ou pour un inconnu, c'est égal. Je rappelle très rapidement, ça vient d'être évoqué, les positions à ce sujet des églises monothéistes, et en particulier celle de l'Église catholique, qui fait réciter à ses croyants le credo, credo in unum Deum patrem omnipotentem, etc., dans lequel il est dit « Je crois à la résurrection de la chair ». Le bouddhisme ne croit pas à la résurrection de la chair. Je rappelle également qu'il y a 600 millions de bouddhismes dans le monde environ, et que c'est une religion qui a 2500 ans. Il n'y a pas de résurrection de la chair. Pour faire très rapide, il y a quelque chose qui ressemble à une âme, qui produit un corps vibratoire et lumineux, qui produit lui-même le corps de manifestation qui est le nôtre aujourd'hui. Par conséquent, une mutilation ne peut concerner que ce corps de manifestation et ne touche pas les autres. Ça, ce sont mes propres réflexions, ce ne sont pas celles du Karmapa. Autre question, je lui ai demandé s'il voyait un lien entre ce que nous appellerions l'âme et le corps de manifestation, un lien semblable à un cavalier qui chevauche sa monture, comme le dit saint Thomas, ou bien s'il s'agissait d'un mélange en essence, comme c'est le cas dans le centaure ou le sagittaire. Il m'a répondu, au Tibet, on pense plutôt, et dans le bouddhisme en général, à un voyageur qui traverse une rivière ou un lac dans une barque. Mes propres réflexions ont été alors, rien ne m'empêche, quand j'approche un peu de la rive opposée, de jeter mon aviron ou de donner ma voile à quelqu'un qui est en difficulté, ce que je suppose être possible. Donc, il y a une conclusion à tout ça qui est très simple. Vous avez parlé du corps-objet, la réponse est non. La réponse a été, attention, on ne doit pas jouer avec la vie. Car le corps, et là je crois que toutes les spiritualités seraient d'accord, le corps physique est aussi la demeure du divin. Il n'est pas seulement et uniquement la propriété de l'humain. Voilà. Frédéric Dreyfus-Netter, magistrat, ex-professeur de droit à Paris-Descartes. Je suis un peu étonnée d'avoir entendu mon ami Christian Hervé dire à ses étudiants qu'ils ne faisaient pas du droit, parce que moi, il me semble que quand j'étais professeur à Paris-Descartes, il sollicitait très souvent les juristes pour venir expliquer aux étudiants médecine. Oui. Et moi, justement,
Nous avons un institut santé et droit à Paris-Descartes. Oui, je sais, puisque moi-même, je dirigeais bien avant le centre de recherche en droit médical qui avait une existence de 10 ans encore avant. Alors, simplement, moi je trouve que les médecins, ils appliquent très bien le droit habituellement, justement. Quand on leur dit que l'IVG, c'est dans les 10 premières semaines de grossesse ou les 12 premières semaines d'aménorrhée, comme vous dites les médecins, bah, c'est ce qu'ils font. Quand on leur dit que l'assistance médicale à la procréation, il faut un couple marié ou qui vit ensemble depuis 2 ans, bah, ils contrôlent. Bon. Et là, il y a quand même quelque chose d'assez curieux qui m'interroge dans le prélèvement d'organes post-mortem. C'est que depuis tout à l'heure, on ne parle que de consentement présumé. Alors, si vous ouvrez le Code de la santé publique, le terme de consentement présumé n'y figure pas. Ça, c'est déjà assez curieux. C'est que l'expression qui s'est imposée dans le langage, c'est pas du tout le système qui est prévu dans la loi. La loi dit simplement que quand une personne n'a pas exprimé son opposition de son vivant, le prélèvement d'organes peut avoir lieu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est écrit dans la loi, c'est quelque chose qui est très proche de ce qu'on décrit depuis tout à l'heure comme quelque chose de très provocateur et de tout à fait nouveau. Mais en fait, c'est ça qui a écrit dans la loi. C'est que quand on ne s'est pas opposé, le corps est finalement à la disposition de la société. Seulement, bien sûr, ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est ce que disait tout à l'heure Joséphine Cossard. C'est que si on faisait ça, ce serait quelque chose de tout à fait inhumain. On est bien obligé de tenir compte du chagrin, de l'émotion, de tout ce qui se passe dans une famille qui est confrontée à un décès brutal. Et donc, alors que dans la loi, il est simplement dit que la famille est interrogée sur cette absence d'opposition, et la logique de l'interprétation de la loi, c'est que si elle n'est pas capable de dire si le défunt s'est opposé, ben, normalement on devrait prélever, évidemment on ne le fait pas. Et donc, moi, ça m'interroge beaucoup, c'est cette distorsion qu'il y a, et qui est très inhabituelle, parce que dans les autres domaines où il y a des activités réglementées, médicales réglementées par le droit, c'est pas du tout comme ça. Là, il y a quelque chose de très curieux, c'est que ce qu'on fait dans la pratique, c'est pas ce qui est écrit dans la loi. Alors, on peut réfléchir sur ce que ça veut dire. Soit ça veut dire que la loi est pas bonne, soit ça veut dire que la pratique est pas bonne, soit ça veut dire encore autre chose, mais je trouve que c'est un sujet de réflexion. Je suis Sagou Yves, je suis un étudiant de professeur Christian Hervé et je voudrais rebondir un peu sur quelques interventions. Je voudrais signaler que toute religion, monothéiste ou autre, est d'abord inculturée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de judéo-chrétien, parce que justement, toute religion arrive habillée. Et même la religion chrétienne, lorsqu'elle nous a été enseignée en Afrique, nous avons parlé plutôt d'inculturation du christianisme, parce que toute religion vient habillée d'une culture. Et donc, en se basant sur ce fait-là, en définissant le sens donné au corps, je dirais que toute religion interprète le don d'organes à travers une culture. La religion, elle ne s'interprète pas de manière ex nihilo. Elle s'interprète toujours habillée d'une culture. Nous avons une conception de la religion à travers la culture dans laquelle nous baignons. Ça, c'est d'abord quelque chose de fondamental. C'est d'ailleurs ce qui a été plusieurs fois reproché à l'Église catholique dans sa pratique lors de la colonisation en Afrique. Parce que le christianisme nous a été enseigné comme si c'était une religion qui n'était pas venue déjà du judaïsme, et qui n'a pas transité par l'Europe avec sa culture et qui ne nous est pas imposé avec la culture européenne. Ça, c'est déjà quelque chose que nous devons avoir en esprit. Et pour revenir à la France, à l'altruisme dont il est question ce soir, je dirais que la question n'est pas de spéculer
sur la notion de corps ou de son sens, bien que ce soit important pour nous, mais c'est de savoir la réalité nous est présentée ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu des chiffres qui sont très clairs, qui sont très parlants, et je crois que la réflexion doit être menée dans ce sens-là. Que faut-il faire? Est-ce que nous croyons tous que l'altruisme, s'il n'est pas enseigné aux citoyens, peut avoir un sens? Est-ce que le don d'organes est quelque chose qu'un simple citoyen peut comprendre sans être éduqué dans ce sens-là? C'est la question que nous devons, je crois, nous poser. Bonsoir, je m'appelle Alexandre Zambelli. Je suis un peu candide en la matière. Je suis mécanicien. Mais il y a quelques observations comme ça. Bon, déjà, je constate que sur l'étude américaine, quand on dit qu'il y a 360 donneurs a priori au départ et qu'il n'y en a que 67 finalement qui sont à l'arrivée, je crois que la bonne stratégie, c'est pas de leur écrire. C'est a priori d'aller les voir. 360, c'est pas énorme et ça me paraît incroyable comme erreur de communication. Je veux dire, quand on fait le Téléthon, il y a beaucoup de gens qui font des promesses et ensuite on leur demande de les motiver et on se rend compte que souvent c'est même au-delà des promesses. Bon, donc il y a une déperdition assez incroyable. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Moi, je suis un observateur, je regarde l'autre jour à la télévision, je vois un article où j'apprends que finalement, on a opté pour, il me semble, officialiser les dons croisés dont on a parlé tout à l'heure. Et la nouvelle suivante dans le journal télévisé de France 2, c'était une famille qui expliquait que leur mère avait été déclarée morte cliniquement pendant à peu près une vingtaine d'heures, je crois, et ils ont beaucoup insisté pour avoir l'autorisation de faire un scanner cérébral sur lequel on s'est rendu compte qu'en fait elle était vivante. Elle avait 64 ans, elle s'est réveillée en pleine forme, comme si de rien n'était. Ça, c'était la nouvelle qui suivait les dons croisés. C'est juste pour vous dire, comment dire, les téléspectateurs ou les gens qui sont au courant de rien, comme moi, à quoi ils sont confrontés. Et un monsieur qui parlait qu'on organisait les obsèques. Moi, je ne suis pas... On parlait aussi de quelqu'un qui décède très tôt d'un accident de moto, par exemple. Les obsèques, beaucoup de gens ne les organisent pas du tout. C'est extrêmement tabou. Moi, si demain je vais décéder, personne n'est au courant de ce que je veux faire. Si on demande à mon frère, même pour le don d'organes, pour lequel je suis favorable, bien que je ne sache pas comment il faut s'y prendre, mon frère, qu'est-ce qu'il dira? Oui, peut-être, il va demander à ma mère ou quoi. C'est très facile à son niveau de finalement ne pas être altruiste en pensant dire moi je serais plutôt d'accord, mais peut-être que mon père non ou ma mère non plus. Bon, en même temps, je trouve ça complètement dingue qu'à 4 h du matin, on puisse interroger des gens sur ce qui est en train de se passer, sur finalement ce qu'ils sont d'accord, alors que la loi le prévoyait. Mais donc c'était vraiment un paradoxe et quelque chose d'absolument aberrant. Je veux dire, si on en est là, ça veut dire que vraiment le système fonctionne très très mal. S'il faut demander à 4 h du matin si vous voulez bien donner les gens alors qu'ils viennent de perdre quelqu'un, c'est que vraiment ça a été mal fait. Après, le côté systématique du don d'organes, moi je suis a priori potentiellement donneur. Comment je dois faire? Il y avait des cartes de don d'organes, semble-t-il, qui étaient dans les pharmacies, ce qui est déjà un endroit assez incroyable. Elles n'y sont plus. On m'a demandé de choisir un médecin référent depuis longtemps. Moi, ça me paraîtrait assez normal et légitime que mon médecin référent s'entretienne avec moi, que me dire, tiens, quelle est ta position là-dessus? Tu veux donner un organe, quoi? Bon, je ne suis pas pour choisir quel organe ou à qui je veux le donner, mais, et là, je trouve que ça serait normal que ce soit clairement identifié sur la carte vitale ou avec tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, de même qu'on sait le groupe sanguin ou d'autres choses, et qu'on sait à ce moment-là, et si on a donné, on a donné. Je veux dire, je peux même avoir pris cette décision à l'insu de ma famille, par exemple. Et ça me paraîtrait un truc beaucoup plus efficace. Ensuite, comme j'ai vu que ce qui était important, c'était la qualité des personnes qui étaient donc la cible, en fait, qu'on allait donner, je me dis, bon, on parlait tout à l'heure des pratiques religieuses, ce sont des gens qui devraient être, je veux dire, pleins de bonne volonté et de générosité. Est-ce qu'ils sont ciblés en particulier? Et d'autre part, je voulais aussi savoir si le corps médical qui est complètement concerné, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est les gens concernés qui sont d'autant plus donneurs. Et est-ce que les gens qui sont du corps médical, eux, sont plus donneurs que les autres? Voilà, parce que autant on fait un petit peu... J'ai entendu qu'on gossait un peu sur les parlementaires en pensant qu'ils avaient été, qu'ils auraient une suppression. Moi, je ne fais pas du tout ce procès d'intention au corps médical. Donc je me dis que si finalement le corps médical, dans son ensemble, et ceux qui sont proches, eh bien lui-même se mobiliser pour tous les autres, peut-être que ça suffirait à combler de beaucoup cette pénurie. C'est ce que je vous propose.
Voilà, j'avais fini. Merci. J'ai deux réponses seulement à vos réflexions qui sont, comme on le dit, marquées au coin du bon sens. Tous les applaudissements sur tous les bancs. D'abord, en ce qui concerne l'inscription sur la carte vitale ou sur la carte d'identité ou sur le permis de conduire, c'est une proposition récurrente. La question qui se pose, c'est de savoir ce qu'on fait pour des personnes qui n'ont pas écrit sur aucun document, quel qu'il soit, leur volonté. Est-ce que ça signifie qu'on élimine, pour une possibilité de prélèvement, des personnes qui n'auraient pas fait connaître sur un support tel que la carte vitale leur volonté? C'est un vrai problème. Le deuxième élément, concernant les conditions de recueil du consentement, demander à quelqu'un en plein drame, à 4 heures du matin, puisque c'est l'exemple qu'on a pris, est-ce que vous voulez ou pas, vous dites c'est inhumain. C'est vrai. Mais est-ce que vous, si vous étiez parent d'un enfant qui a un accident de moto se trouve dans cette situation, est-ce que vous accepteriez qu'on ait prélevé ses reins sans vous en avoir informé et vous leur demander votre sentiment? Oui, alors, dans le cadre d'un enfant mineur, c'est vrai que le problème se pose puisqu'il ne peut pas, lui... voilà, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas en mesure d'exprimer son sentiment, je veux dire, parce qu'il a été mineur, ça je comprends qu'il y ait des réserves. Mais en tout cas, c'est le simple fait qu'on ait recours à ces éventuelles concertations de la famille qui me paraît complètement dépassé. Parce que c'est le dernier des soucis a priori des personnes qui viennent de perdre un être cher. Et donc c'est le fait qu'on soit amené là qui me paraît, moi, en tant qu'observateur, tellement décalé que je me dis comment on n'a pas pu trouver une solution à ça. Ensuite, quand je parlais de l'inscription à la carte vitale, je faisais référence, par exemple, au médecin référent, puisque c'est son nom, et je me dis que lors d'un entretien, puisque je le vois régulièrement, lui, il pourrait avoir pour mission, justement, de faire une enquête auprès de ses patients et de recueillir leur avis, qu'il pourrait changer d'ailleurs, qu'il pourrait changer en fonction de diverses choses au fur et à mesure de sa vie. Et donc, lui, inscrire entre lui et moi, je suis donneur, et à ce moment-là, ce soit répertorié par un système qu'il faut mettre en place. Je voudrais répondre à vous et à vous. Je crois que vous voulez dire par là ce que nous sommes en train de nous dire, Olivier et moi, depuis tout à l'heure, que c'est une question d'éducation. Pour rendre la discussion à 4 heures du matin humaine, il faut préalablement que les familles, depuis très longtemps, savent ce que c'est le don d'organes, la transplantation et surtout la solidarité inversée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est décédé, donc qui est en situation extrêmement défavorable, qui va être solidaire avec quelqu'un qui l'est un peu moins, puisqu'il est un peu malade, et lui donner un organe. Tout ça est une question d'éducation qui devrait commencer très tôt dans les écoles maternelles et dans les collèges. Voilà. Et répéter, pas la journée du don d'organes une fois par an, tout le monde fait la fête, tout le monde est content. C'est tout le temps, ça devrait être de l'éducation permanente. En tout cas, pour faire plaisir à Madame Dreyfus-Netter, comme quoi tout est dans la loi, on pourrait dire ce que vous avez réclamé, monsieur, c'est aussi dans la loi de bioéthique, qui est normalement que le médecin devrait, devant tout adolescent, lui parler justement des prélèvements d'organes. Combien de fois ceci est fait et comment cette pratique serait éventuellement valorisée dans nos hôpitaux, alors que même le consentement, la pratique du consentement, la négociation, tout ce qu'on appelle le droit des malades, ne l'est pas du tout, puisque la consultation n'est pas valorisée au niveau qu'on pourrait espérer. Donc là, en effet, on en arrive à une réflexion éthique qui m'apparaît fondamentale et médicale. Christian, je crois que ce sera la dernière question. Moi, je suis étudiante en médecine, donc j'ai pas énormément de connaissances non plus. Je voulais rebondir par rapport à certaines conditions... Excusez-moi. Oui. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'on vient de dire et par rapport à certaines considérations philosophiques un peu pessimistes à mon goût, mais je suis peut-être idéaliste vu que je suis jeune, je ne sais pas. Mais je voulais justement rebondir sur la notion de capacité d'altruisme. Pour moi, on ne naît pas altruiste, on le devient. Pourquoi ? Parce qu'on est sensibilisé. Et pourquoi la plupart d'entre nous, notamment les futurs médecins ou les médecins, donneront plus que les autres, c'est pas parce qu'on est plus altruiste, ce que je ne pense pas. C'est pourquoi ? Parce qu'on a été sensibilisé à un moment de notre vie à ce que c'est la souffrance du malade, par exemple, de l'insuffisant rénal, qui est condamné à mourir s'il n'a pas de greffe. Pourquoi ? Parce qu'on a été sensibilisé, c'est pour ça qu'on est altruiste. C'est pas une capacité de naissance, en tout cas c'est mon avis. Donc voilà. C'est quand même superbe comme conclusion, Patrick. J'espère que tu es content parce que je suis ravi. Oui. C'est la synthèse de ton Moi, j'ai trouvé que les propos étaient trop pessimistes en ce qui concerne l'altruisme. L'altruisme existe naturellement aussi. Moi, je suis beaucoup plus optimiste
que certains l'ont dit, il n'y a pas que des gens qui pensent à leur portefeuille ou à s'enrichir, il y a aussi des gens qui veulent donner aux autres. C'est le sens de notre enseignement dans la faculté de médecine, et je remercie cette étudiante de ramener. Ça s'apprend peut-être, à mon avis c'est aussi inné, peut-être pas chez tout le monde. Et c'est peut-être justement l'intitulé de ton nouvel enseignement que tu désormais fais au D3, qui est de l'étudiant médecin au médecin responsable, de développer sa capacité d'humanité.